Chaque jour, nous appuyons sur l'interrupteur sans y penser. La lumière s'allume, la machine démarre, la voiture se recharge. Mais cette énergie sera-t-elle toujours disponible? Et à quel prix? Sans énergie, rien ne fonctionne. Pas d'industrie, pas de mobilité, pas de confort, pas d'avenir. Nos besoins énergétiques explosent. En 2025, la Belgique a consommé plus de 80 TWh d'électricité. En 2030, ce sera 110, en 2040, près de 160 et en 2050, près de 180 TWh par an. Cette hausse est le résultat de nos habitudes de consommation. Voitures électriques, pompes à chaleur, usines connectées, data centers, intelligence artificielle. Tout s'électrifie, tout s'accélère. Quand la demande explose et que le gaz et le pétrole flambent, les prix de l'énergie grimpent aussi en Belgique. Et quand l'énergie est trop chère, les factures des ménages augmentent, les entreprises cessent d'investir ou partent ailleurs. La transition énergétique demande des moyens, beaucoup de moyens. Osons regarder sous nos pieds avec lucidité. L'exploration minière responsable en Wallonie n'est plus un tabou. Nous ne pouvons pas tout électrifier en refusant de produire chez nous. Levons le verrou énergétique. Investir en Wallonie ne peut plus être un parcours du combattant. Il faut une énergie abondante, décarbonée et accessible. Aujourd'hui encore, certains investisseurs doivent attendre 5 ans avant d'être raccordés. 5 ans, c'est aberrant, c'est inacceptable. Produire de l'électricité en mer du Nord, du photovoltaïque, avoir des centrales nucléaires et être incapable d'acheminer l'énergie vers nos entreprises. Voilà une absurdité que nous refusons de laisser perdurer. Il faut sortir des débats idéologiques. Il ne s'agit pas d'opposer le nucléaire au renouvelable, mais de répondre à une seule question. Comment assurer tous les jours pour tout le monde un approvisionnement électrique durable? Notre réponse a toujours été limpide. Nous y parviendrons avec le nucléaire comme socle et les énergies renouvelables comme accélérateur. En 2025, la Belgique a tourné la page de la sortie du nucléaire et de 20 ans d'incertitude. La loi Biet a supprimé la loi de 2003 et prolongé Doel 4 et Tihange 3. Ces 2 réacteurs resteront en service et continueront à fournir une électricité décarbonée, pilotable et belge. Et vous l'aurez remarqué, il manque une personne. Mathieu Billet, notre ministre fédéral, a malheureusement dû se désister, mais aucun doute sur ce que Cécile et Georges Louis pourront amener comme réponse, les réponses que Mathieu aurait pu donner. On va donc commencer avec quelques questions que je vais vous poser. Ensuite, je viendrai vers vous avec vos questions, vos interpellations, vos avis sur ce qui a été dit ou sur ce qui n'aurait peut-être pas été dit. Cécile, on le sait, aujourd'hui, certaines entreprises en Wallonie ont des difficultés d'accès au réseau électrique en termes de capacité, en termes de connexion. Et cette difficulté, eh bien, ça peut parfois mettre en péril l'investissement, ça peut mettre en péril l'entrepreneuriat. Comment fait-on, nous, en Wallonie, pour lever justement ces freins et faire en sorte que les entreprises soient rassurées et venir s'installer ici en Wallonie? Oui, alors ça, c'est une histoire... On m'entend? Il marche le micro? Oui. Ça, c'est une histoire incroyable, cette histoire d'accès à la puissance. Je ne sais pas si vous connaissez ce problème. C'est assez récent, on n'en parlait pas jusqu'il y a 1 an d'ici. En Wallonie, on est vraiment les spécialistes des plans. Ça, pour faire des plans, tout le monde fait des plans. Les gestionnaires de réseau de distribution font des plans, le gestionnaire de transport fait des plans, le politique fait des plans, tout le monde fait des plans. Et on se retrouve quand même dans cette situation... On ne m'entend pas? On n'entend pas assez, au fond. Vous n'entendez pas au fond. Il faut mettre plus fort. Ah, voilà. Voilà. Est-ce qu'on m'entend mieux? Tu peux encore mettre un peu plus fort parce que... On ne sait pas mettre plus fort. Je vais essayer de parler plus fort. Ok, je vais essayer de parler... Donc je disais, on est les spécialistes des plans et on se retrouve quand même dans cette situation d'avoir sur le territoire wallon 700 demandeurs, 700 projets. Donc ça peut être des demandeurs industriels, ça peut être pour faire des padelles, des hôtels, des usines, que sais-je. Il y a 700 demandeurs qui sont prêts à investir sur le territoire wallon et à qui on dit « Ah, eh bien, on ne sait pas vous délivrer la puissance que vous demandez. » Et le pire, c'est que certains ont leur permis, ils ont fait toute la démarche et on ne sait quand même pas leur délivrer la puissance. Alors, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Donc c'est évidemment une situation assez problématique, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout qu'on a envie de réindustrialiser la Wallonie. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Eh bien, on a eu, comme c'est montré dans la capsule, cette électrification assez accélérée des processus, et c'est une bonne chose, puisque c'est quand même quelque chose qui va vers la décarbonation et l'autonomie énergétique de l'Europe et de la Belgique. Ça, c'est une bonne chose en soi. Mais ça n'a pas été suffisamment anticipé.
Et on se retrouve donc dans cette situation d'avoir 700 demandeurs sur le territoire qui n'ont pas d'accès à la puissance. Alors c'est quelque chose qui a débuté il y a à peu près 1 an. On ne parlait pas de ça avant, je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions, et j'ai commencé à voir un demandeur, 2 demandeurs et ainsi de suite qui sont venus au cabinet en disant « Incroyable, on ne me donne pas l'accès à la puissance ». C'est un problème qui n'est pas spécifique à la Wallonie. Il est assez répandu et spécifiquement il est répandu dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que comme cette question n'a pas été anticipée, eh bien, les gestionnaires de réseau, que ce soit le réseau de transport Elia ou les GRD, Ores en l'occurrence ici, je pense que c'est Ores qui vous distribue, ont besoin de transformateurs notamment et de différents éléments pour investir, et il y a une crise des transformateurs, ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas sur le territoire parce que tout le monde en veut au même moment. Donc on est dans une situation problématique, et comme on le disait dans la capsule, certains demandeurs se voient recevoir un courrier de RES en disant bah, « vous, on va peut-être bien pouvoir vous raccorder dans 5 ans ». C'est évidemment un problème, c'est inaudible, hein, c'est franchement inaudible. Et donc j'ai évidemment pris tout de suite ce problème à bras le corps, c'est d'ailleurs la priorité des priorités au cabinet, puisque nous voulons vraiment que la Wallonie puisse se réindustrialiser, se redéployer d'un point de vue économique. Alors, immédiatement, qu'est-ce qu'on a fait dans l'immédiat ? On a monitoré. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais ce n'est d'ailleurs pas un problème spécifique à l'énergie, mais on a un problème en Wallonie de monitoring. Pour calibrer une politique, il faut quand même des données de base, il faut des données objectives, il faut des indicateurs, il faut savoir ce qu'on a sur le terrain, où sont les problèmes et où on veut aller. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, on manque de ça. Donc, première chose à mettre en place très rapidement, un monitoring de la situation. Ça, on l'a. Donc maintenant, on sait exactement ce qui pose problème, où sont les demandeurs qui n'ont pas accès, où sont les postes qui sont bloqués. Ce monitoring est en place. Deuxième chose, très très rapidement, un décret sur la flexibilité. Alors, je vais expliquer très très rapidement ce qu'est la flexibilité. Précédemment, quand vous demandiez un accès à la puissance, le gestionnaire de réseau était obligé de vous donner 100% de la puissance demandée à 100% du temps. Il n'y avait pas moyen de dire, bah, écoutez, vous aurez 80% entre 8h et 12h et peut-être 100% entre 12h et 20h, que sais-je. Donc il fallait donner 100% du temps, 100% de la puissance à 100% du temps. Ce que nous avons ouvert avec un décret en décembre, qui était vraiment passé dans l'urgence, c'est la possibilité pour le gestionnaire de réseau de donner de la flexibilité dans le contrat de raccordement, ce qui permet, vous l'aurez compris, de raccorder plus de personnes. Si on peut donner un peu moins et en fonction du profil de consommation, on ne raccorde pas un parc de bornes électriques comme on raccorde un hôpital. Un hôpital a besoin de puissance tout le temps. Un parc de bornes électriques n'a pas besoin de puissance tout le temps. Les gens ne chargent pas tous en même temps au même endroit. Donc voilà, il y a déjà ce premier décret. Et alors on mène une réforme de beaucoup plus grande ampleur que je vais déposer au gouvernement wallon dans le courant du mois de mai, qui revoit en profondeur la manière dont on délivre les raccordements au réseau. À l'heure actuelle, c'est premier arrivé, premier servi. Donc imaginez, je suis un gestionnaire, je suis Ores, le premier qui vient frapper à ma porte, qui veut faire un hôtel par exemple, je le mets dans la file d'attente. Le deuxième, c'est un hôpital, ben, je le mets au numéro 2. Le troisième, c'est, que sais-je, un paddle, numéro 3, et ainsi de suite. Et donc je ne sais pas faire autrement que de prendre les gens dans l'ordre premier arrivé, premier servi. Or, on sait qu'il y a quand même des demandeurs dont les demandes sont moins matures que d'autres. Que font certains demandeurs ? Ils ne savent pas où ils vont se mettre sur le territoire. Et donc ils font 3 demandes à des endroits différents. Mais c'est le même projet. Il n'y en a qu'un qui verra le jour. À nouveau, le gestionnaire de réseau ne sait pas ça. Il est obligé de le mettre dans sa file d'attente. Donc on a des demandes fantômes, si vous voulez, en quelque sorte, dont on sait qu'elles ne se feront pas. Autre chose, on peut demander une capacité qu'on n'utilisera pas. À l'heure actuelle, un demandeur peut dire bah, « moi il me faut autant », alors qu'il sait qu'il ne va pas en utiliser autant. Voilà, donc toutes ces choses qui sont la règle à l'heure actuelle vont évidemment évoluer, puisque avec cette réforme que je vais déposer, les gestionnaires de réseau pourront revoir tout le système de raccordement. Ce ne sera plus premier arrivé, premier servi, ce sera premier prêt, premier servi. Ce ne sera plus je peux demander n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, ce sera use it or lose it. Voilà, vous utilisez la capacité que vous demandez, ou bien vous la perdez. Donc il y aura toute une série de règles comme ça qui vont quand même permettre de raccorder beaucoup plus de gens. À côté de ça, on ne fera pas l'économie d'un investissement important dans les réseaux. C'est absolument fondamental. C'est ça qui nous permettra aussi d'avoir cette énergie décarbonée dont nous avons absolument besoin. Que ce soit au niveau d'Elia ou au niveau des GRD, on a besoin de ces investissements.
ces gestionnaires de réseau sont actuellement pilotés par un actionnariat local. Donc c'est évidemment parfois un problème aussi que nous allons résoudre, notamment dans nos réflexions sur un gestionnaire de réseau de distribution unique en Wallonie. Vous savez qu'il y en a 5 pour le moment, on est quand même un tout petit territoire. Est-ce qu'il faut 5 GRD sur le territoire? Est-ce qu'il faut 5 tarifications différentes? Est-ce qu'il faut que les citoyens soient mangés à 5 sauces différentes? Je ne suis pas sûr. Donc je pense que c'est aussi un élément important que d'essayer de rationaliser les structures. Il faut savoir que les réseaux, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui payons les réseaux. Les frais de distribution des réseaux et les frais de transport, c'est le citoyen qui le paye sur sa facture. Et donc tout l'enjeu est d'équilibrer le niveau d'investissement nécessaire et le degré de flexibilité à apporter dans les raccordements pour qu'on puisse juguler l'impact sur la facture. Pour justement que cet impact sur la facture de vous tous, de nous tous, des entreprises, des citoyens, n'explose pas. Et c'est vraiment ce travail qu'on est en train de faire, c'est de calculer au mieux le besoin d'investissement nécessaire et les modifications législatives pour lever tous les freins pour qu'on arrive à résoudre cette situation et sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve. Alors, j'ajouterai encore un dernier point, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre en 3 jours, il faut être clair. Quand un demandeur reçoit un courrier d'Ores qui lui dit bah, « vous, on ne va pas pouvoir vous raccorder avant 5 ans », et que 3 jours après, il reçoit un autre courrier bah, « finalement, ce ne sera pas 2030, ce sera 2034 », franchement, je me mets à la place du demandeur, c'est inaudible, c'est scandaleux. J'en ai bien conscience. Donc, je peux vraiment vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour résoudre ces questions-là, mais on n'a pas de baguette magique. Dernière chose, comme je sais que toutes les réformes que nous allons mener ne vont pas produire des effets demain, on a également mis en place un groupe de travail innovation qui réfléchit en fait sur des zones pilotes qui sont vraiment saturées à l'heure actuelle, qui réfléchit à des solutions temporaires qu'on pourrait mettre en place pour ne pas devoir attendre 5 ans. Alors ces pistes, il y a toute une série de pistes assez techniques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais j'aurai déjà les premiers résultats de ce groupe de travail qui est piloté d'ailleurs par le professeur Damien Ernst, que tout le monde connaît. J'espère avoir les résultats fin juin et je pense pouvoir déjà mettre en œuvre quelques pilotes sur le territoire pour débloquer les situations et j'espère que tout ça pourra essaimer par la suite. Voilà en quelques mots les pistes qui sont mises sur la place. Alors d'autres pistes avaient, par contre on m'entend peut-être un peu fort, je vais diminuer le volume, d'autres pistes au niveau de la crise énergétique liée à ce qui se passe au Moyen-Orient, Georges Louis, ont été évoquées par le maire. On a été les premiers à dire nous devons faire en sorte que le cliquet inversé voit le jour. Il y a eu hier soir un accord entre 80 et 100 millions d'euros trouvés pour les travailleurs. Là aussi, c'est quoi la patte mère? Qu'est-ce qui finalement est libéral dans l'accord? Tout d'abord, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc, plusieurs éléments. Le premier aspect, c'était ça qui conduisait à notre logique, c'est que des chocs sur le plan énergétique, on va en avoir beaucoup dans les prochaines années. On va en avoir beaucoup pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait l'énergie, c'est la base de notre richesse et c'est donc la base de notre bien-être. Donc la question de l'énergie, elle est fondamentale. Vous avez 3 courbes qui sont identiques à l'heure actuelle. C'est plus un pays est riche, plus il consomme de l'énergie. Et donc, à ce stade, puisque l'énergie est essentiellement carbonée, plus il émet du CO2. C'est impossible, à ce stade, de distinguer les deux. Alors, ça va être de plus en plus possible de distinguer avec la 3e courbe, celle du CO2, puisqu'on essaye de faire de l'énergie décarbonée. Mais il ne faut pas se raconter des bêtises. On a aujourd'hui 75% de notre production énergétique, c'est du gaz et du pétrole. Enfin, c'est du pétrole, pardon, et du gaz, oui. Mais si on vous dit à chaque fois qu'il y a des crises énergétiques, il faut renforcer notre autonomie, ça, les gens qui vous disent ça sont quand même des gens bien heureux, ou en tout cas des naïfs. Parce que si vous croyez qu'on va passer de 75% à moins de 50% dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est matériellement impossible. On va continuer à utiliser du gaz et du pétrole pendant encore un certain temps. Alors on peut capter le CO2 par exemple, on peut avoir des techniques pour réduire, on peut travailler bien évidemment sur tout ce qui est bioéthanol. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on s'est autant investi sur le nucléaire, pour avoir plus d'énergie électrique. Et donc ça, c'est les éléments de production dont parlait Cécile. Mais avec la meilleure volonté du monde, il ne sera pas possible de descendre de manière
significative à court terme notre consommation de pétrole et de gaz. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'on doit sécuriser un approvisionnement pétrolier et gazier à court terme, parce que si votre énergie fossile est trop chère, la conséquence de ça, c'est que vos industries partent, donc vous vous appauvrissez, donc vous n'avez plus l'argent pour financer la transition. Parce que tout le monde dit, il faut faire de la transition. Mais faire la transition, ça coûte de l'argent. Acheter une voiture électrique, pompe à chaleur, électrifier des processus industriels, ça coûte beaucoup d'argent. Construire des réacteurs nucléaires, renforcer le réseau. On aura besoin de 10 milliards d'euros entre 2028 et 2038 pour renforcer le réseau électrique. 10 milliards. Construire des réacteurs nucléaires, ça se compte aussi en milliards. Qui va payer ça? Ben, c'est vous. Et donc, si on veut pouvoir payer ça, il faut qu'on ait une économie qui fonctionne. Et ça veut dire qu'on doit avoir des taux de croissance plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut générer 3-4% de croissance pour le faire. Alors, le modèle que je suis en train de vous indiquer, ce n'est pas un exemple sur plein d'aspects, mais aujourd'hui, pourquoi l'Europe est la seule région à souffrir à ce point des prix de l'énergie? Parce que l'Europe est la seule région dans le monde à avoir dit on va faire en sorte que l'énergie fossile soit chère, beaucoup de fiscalité, et ce qui nous attend est bien pire. Donc vous devez savoir qu'il y a des réglementations européennes qui vont entrer en vigueur pour le 1er janvier 2028 qui risquent de mettre le prix à la pompe à 2 € du litre. Ça sera le prix normal. C'est la raison pour laquelle nous, on se bat pour que ces réglementations n'entrent pas en vigueur. Mais donc l'Europe a déjà décidé, il y a 25 ans, que l'énergie fossile devait être chère, parce que si l'énergie fossile est chère, ça va pousser les gens à basculer dans la transition. Cette vision-là ne fonctionne pas. Parce que comme l'énergie est chère, vous générez moins de richesses, et comme vous générez moins de richesses, vous avez moins de moyens pour investir dans la transition. C'est exactement l'inverse de ce que font par exemple les Américains ou les Chinois. Eux, ils ont maintenu un prix de l'énergie fossile très bon marché. Ils ont donc des taux de croissance importants et de l'industrie sur leur territoire. Et en parallèle, ils font des investissements massifs en renouvelables et nucléaires. La Chine va construire dans les prochaines années plus de réacteurs nucléaires que tout ce qu'on a construit dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il y a plein de gens qui disent « Regardez, la Chine s'investit à mort dans la transition ». En fait, la Chine est dans un tel développement économique qu'ils prennent toute source d'énergie. Ils utilisent du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, de l'éolien, du photovoltaïque. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Parce que quand vous voulez faire 4-5% de croissance, c'est les objectifs de leur part. En fait, ils ont des plans quinquennaux. Et dans le plan quinquennal, leur objectif, c'est un peu plus de 5% de croissance. Si vous voulez faire plus de 5% de croissance, vous allez devoir consommer de plus en plus d'énergie. Et nous, les Européens, nous représentons 6 à 8% des émissions de CO2 sur la planète. Il faut quand même le savoir. C'est 6 à 8%. Et on est en train de se mettre la corde au cou parce qu'on est en train de se priver progressivement de sources d'énergie. J'en viens à la question de Kassem sur l'accord que l'on a fait. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour une énergie abondante et bon marché. Si vous ne voulez pas d'une énergie abondante et bon marché, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais alors, c'est que vous acceptez de devenir pauvre. C'est impossible de maintenir notre niveau de vie avec une énergie chère. Pourquoi? Votre plein à la pompe, on le voit maintenant. Si vous voulez payer votre essence à 3 ou 4 € du litre parce que vous trouvez que c'est bien, il faut diminuer la conso. C'est ça, quand le gouverneur de la Banque nationale vous dit « il faut diminuer votre consommation », moi j'ai l'impression que les gens normaux, ils diminuent déjà au maximum. Enfin, je ne crois pas que vous faites des tours du pâté de maison pour le plaisir. Mais bon, vous pouvez réduire vos déplacements. Vous pouvez réduire la température dans votre maison. Mais est-ce que les industries vont réduire leur consommation d'énergie? Si demain une industrie dit « je réduis ma consommation d'énergie », alors il y a deux manières de le faire. Elle peut faire des gains d'efficience, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Mais la manière la plus simple pour une entreprise de diminuer sa consommation d'énergie, c'est d'arrêter de produire. Ou à tout le moins, produire moins. Mais si elle produit moins, elle génère moins d'argent. On peut aussi avoir moins d'avions en vol. Mais il y a des gens qui vivent de ça. Et donc, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens.
Il n'y a aucune activité humaine, mais aucune activité humaine, qui ne requiert pas de l'énergie. Alors parfois, votre énergie physique est suffisante, mais globalement, pour tout le reste, vous avez besoin d'une énergie qui est produite extérieurement et dont le coût détermine votre niveau de vie. Et donc moi je dis souvent, ce n'est pas les syndicats qui ont obtenu les congés payés, c'est le pétrole. En fait, lors de la révolution industrielle, l'usage du pétrole a permis des gains de productivité extrêmement importants, et ces gains de productivité ont généré assez d'argent pour créer une couverture sociale. Si demain, vous décidez d'avoir moins de consommation d'énergie, très franchement, vous allez dans le mur. Alors bien sûr, qu'on s'entende bien, il y aura moins de consommation d'énergie, encore une fois, parce que quand l'électricité a un rendement plus élevé, parce qu'on fait des gains d'efficience, parce qu'on va mieux isoler, parce qu'on a des machines qui sont plus performantes. Moi, je suis en train de parler d'un gain d'énergie, d'une réduction de consommation d'énergie par choix. De dire, par exemple, je suis une entreprise de transport, eh bien, je vais mettre 2 camions en moins sur la route parce que l'essence me coûte trop cher. Je suis une cimenterie, je vais produire autant de tonnes de ciment en moins. Ça, c'est la décroissance. Et donc, les gens qui vous disent qu'on va devoir faire le choix de consommer moins d'énergie, ce sont des gens qui n'osent pas vous expliquer qu'en fait, on va rentrer dans un modèle de décroissance. Et on va devenir de plus en plus pauvre. C'est ça l'enjeu. Si quelqu'un a une autre solution pour cette équation, il faudra vraiment qu'il le propose parce que il n'y a personne qui a trouvé jusqu'à présent. Et donc, notre idée d'avoir ce cliquet inversé, ou en tout cas des mesures telles que ça a été décidé après de longues bagarres, telles que ça a été décidé hier soir, c'est en fait, ça part d'un raisonnement qui est très simple. Si les prix à la pompe sont trop élevés, il y a des gens qui vont arrêter d'aller travailler. Et donc, c'est profondément libéral. Parce que celui qui dit « je suis libéral parce que je pense à la compétitivité des entreprises, mais je ne pense pas au salaire des travailleurs », il ne pense qu'à la moitié du phénomène économique. Oui, l'économie a besoin d'entreprises, mais l'économie a aussi besoin de gens qui ont envie de travailler et qui se mettent au travail. Mais si demain on a des infirmières qui disent « c'est tellement cher de prendre la voiture que je vais faire la moitié de mes tournées », si vous avez des ouvriers qui commencent à dire « moi je ne vais pas à l'usine, je prends un congé parce que c'est trop cher » ou « il vient un jour sur 2 », si vous commencez à avoir toute une série de livreurs, bon vous allez me dire avec Bipost, si vous attendez un colis, Bipost a réglé le problème de sa facture d'énergie. Vous voyez, c'est un bon exemple. Bipost par exemple, eux ils n'ont pas vu l'augmentation des coûts énergétiques, en tout cas du côté wallon, puisque leurs collègues flamands travaillent. Maintenant, Bipost va amortir l'augmentation des coûts énergétiques, puisqu'en fait, ils ont arrêté de travailler. Donc ça résout le problème. Mais donc, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais c'est totalement anormal de dire on ne va pas aider les travailleurs. Et ça, c'est la différence, parce qu'on a essayé de caricaturer la position du MR. On n'a jamais dit qu'il fallait dépenser des milliards. Parce qu'effectivement, ce que l'État donne d'un côté, en général, il le reprend de l'autre. Ici, on parle de montants limités, 80 millions d'euros, dirigés vers les travailleurs. Et pour que justement l'État n'ait pas à vous le reprendre dans l'autre poche, on a limité le périmètre aux gains de TVA que fait l'État sur l'augmentation des prix de l'énergie. Donc c'est une mesure qui, malgré la caricature qu'on en fait, est extrêmement équilibrée. Donc, je préfère être honnête, nous ne pourrons pas couvrir l'ensemble du surcoût, mais on le cible sur les déplacements des travailleurs, soit les gens qui utilisent leur voiture pour travailler, un représentant de commerce par exemple, un livreur, soit pour les autres, leur déplacement travail-domicile. Donc on cible là-dessus en utilisant les gains que l'État fait grâce à la TVA sur les prix des carburants. D'ailleurs, puisque je parle de TVA, vous savez que j'ai été beaucoup critiqué parce que j'ai refusé que la TVA passe de 21 à 22%. Imaginez aujourd'hui une TVA à 22% sur les carburants. Donc moi, il y a quand même un truc de dingue, c'est que j'ai pas envie que la TVA augmente, je me fais frapper. J'ai envie qu'on aide les travailleurs sur l'essence, je me fais frapper. C'est très bizarre parce que quand la gauche dit ça, les journalistes trouvent ça formidable. Quand c'est un mec de droite qui dit ça, manifestement, c'est infâme et c'est irresponsable. Bon, ok, j'essaierai un jour de comprendre, peut-être quand j'arrêterai. Mais bon, si je veux qu'on dise du bien de moi, j'attendrai mes funérailles. J'espère qu'il y en a un ou deux qui se dévoueront sur le sujet. Mais donc,
oui, c'est une logique profondément libérale que de maintenir un niveau d'activité économique. Et si on veut maintenir un niveau d'activité économique, il faut que l'énergie soit accessible pour les gens. Parce que tout ce qu'ils vont consommer en énergie, ils ne feront plus tourner la machine économique par ailleurs, jusqu'au jour où, encore une fois, et on a suffisamment frappé, on a suffisamment ciblé les pièges à l'emploi, jusqu'au jour où il y a des gens qui vont vous dire « mais moi je préfère aller au chômage, hein, parce qu'en fait je gagne plus assez ma vie en faisant le plein ». Parce que, vous savez, quand un plein vous coûte 20 € plus cher et que vous en faites 4 sur le mois, il y a des gens, ils finissent pas avec 80 € de surplus à la fin du mois. Hein. Et donc ces gens-là, ils vont dire, bon, ok, si je dois aller dans mon compte d'épargne pour finir mon mois, parce que je travaille, je vais retourner ne plus travailler. Et ça, c'est un point qui est fondamental. C'est aussi, je termine là-dessus, c'est aussi un engagement du gouvernement. Ce gouvernement s'est mis sur pied en disant, nous serons le gouvernement du travail. Mais on ne peut pas demander aux gens de travailler si les gens ne voient pas un avantage à travailler. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas voulu de toutes ces aides comme on a fait pendant la Vivaldi, où on aidait tout le monde, où à la fin, vous aviez des allocataires sociaux qui avaient des revenus, encore maintenant d'ailleurs, hein, qui ont des revenus plus élevés que ceux qui travaillent. Mais par contre, ici, on a vraiment voulu cibler l'aide sur ceux qui travaillent, en leur disant, je sais que ce ne sera pas assez, parce que ça, c'était les critiques du PS aujourd'hui, c'est pas assez. Depuis quand le PS s'occupe des gens qui travaillent? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, ils ont une révélation aux dernières élections. Ah oui, il y a des gens qui bossent et qui en ont marre de payer pour ceux qui ne bossent pas. Mais fondamentalement, on peut toujours dire que ce n'est pas assez, ce n'est pas ceci, mais sans l'EMR, il n'y aurait rien eu. Et moi, je suis assez fier de ce qu'on a obtenu, malgré l'opposition de tous sur le sujet. C'est un petit peu d'ailleurs comme sur le nucléaire, c'est comme sur les réformes en matière d'emploi. On commence souvent tout seul, et après, d'autres nous rejoignent. Je crois qu'on aurait pu arriver à la même décision avec beaucoup moins de bagarres. C'est un peu regrettable, mais bon, l'essentiel, c'est que l'accord y soit et que maintenant, on puisse passer au débat suivant, qui est celui de la prolongation du nucléaire. Et on viendra certainement avec des éléments dans les toutes prochaines semaines, de la sécurité, mais aussi du budget, puisque effectivement, on a un défi budgétaire qui est colossal et qui se retrouve dégradé par l'augmentation des prix de l'énergie. Alors, Cécile, un autre enjeu qui touche au secteur de l'énergie, c'est la question de la rénovation. Et c'est vrai que pour nos régions, rénover, et pour les ménages, c'est important. Mais voilà, on se confronte parfois à quelque chose qui coûte cher, c'est parfois aussi complexe. Comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que notre parc immobilier soit mieux rénové? Combien ça coûte? Comment tout ce processus est pensé? Oui, bien la rénovation, c'est évidemment un enjeu important, un enjeu complexe aussi. On le voit bien, les parcours de rénovation, certainement que certains d'entre vous, vous y avez été confrontés. Si vous demandez un devis ou plusieurs devis pour rénover votre toiture, par exemple, vous serez probablement confronté à 5 devis qui vont du simple au quintuple. Pour s'y retrouver, pour choisir, c'est complexe. C'est outre le coût, outre le simple aspect du coût, il faut aussi se retrouver dans l'espèce de jungle des devis qu'on reçoit. Et donc, ce sont des démarches compliquées. Il faut jongler avec les PEB, les auditeurs, les certificateurs, quand ils viennent. Enfin, tout ça est complètement complexe. On sort d'un système où il y avait 120 primes, où on a dépensé, où le précédent gouvernement a dépensé quasi 1 milliard d'euros, tenez-vous bien, 1 milliard d'euros. Tout ça pour ne même pas dépasser un taux de rénovation de 1% par an. Donc et ce milliard d'euros, c'est de l'argent public, donc c'est votre argent, c'est notre argent, hein, c'est notre argent à tous. Avec des effets d'aubaine indescriptibles, où l'État allait jusqu'à financer des rénovations à hauteur de 90%. Est-ce que vous trouvez normal qu'un État finance des rénovations à hauteur de 90%, avec des montants de travaux qui allaient jusqu'à 1,5 million d'euros? Voilà, sans limite de salaire. Donc voilà, je pense qu'il y a eu quand même un système où on a vraiment pas du tout calibré ce qui était donné comme soutien aux citoyens, à tel point que nous avons dû absolument stopper ce système, sans quoi nous ne pouvons plus payer du tout. Ça aurait été l'arrêt total des primes. Donc ce qu'on a absolument voulu, c'est quand même prendre notre courage à deux mains et se dire non, les gens qui auront un dossier seront payés.
Donc je sais, il y a encore un peu de retard dans les dossiers, mais on a quand même pris cet engagement que tous les dossiers qui étaient rentrés seraient réglés et payés. Donc les gens qui ont rentré les dossiers, soyez rassurés, vos primes seront payées. Mais on a dû stopper le système pour le remplacer par quelque chose de soutenable et de tenable, parce que c'est de l'argent public. Et on ne gaspille pas l'argent public, c'est votre argent. Et encore une fois, je pense qu'on a vraiment une responsabilité d'utiliser et d'utiliser au cordeau. Et donc oui, certainement, il faut un système de soutien à la rénovation, mais certainement pas un système où il y a 120 primes qui coexistent, où c'est complètement impayable et où on va de toute façon droit dans le mur en termes de taux de rénovation. Et donc nous allons mettre en place au 1er octobre 2026 un système de soutien à la rénovation qui sera calibré pour qu'il soit soutenable au niveau du budget wallon. Et Georges-Louis vient de parler du budget, c'est aussi un énorme enjeu. Nous devons absolument redresser la trajectoire budgétaire, ça c'est évident. Donc nous allons concevoir ce système pour qu'il soit soutenable, qu'il soit beaucoup plus facile, qu'il soit lisible et surtout que vous ne deviez pas avancer l'argent. Donc à l'heure actuelle, dans le système précédent, il fallait avancer l'argent et être remboursé 1 an, 2 ans plus tard. Parce qu'en plus de ça, comme c'est compliqué, il faut plein de fonctionnaires pour le traiter, ça prend plein de temps et on a 1 à 2 ans de retard dans le traitement des primes. Donc c'est complètement ingérable. Donc le futur système sera basé sur des rénoprêts et des rénopacs. Ce sont des prêts qui existent déjà et que les citoyens connaissent assez bien généralement. Donc on vous avancera l'argent, vous ne devrez pas avancer l'argent. Et ces prêts seront assortis d'un montant équivalent à une prime pour les clients qui en ont le plus besoin. Donc ça, on calibrera le système pour qu'il soit le plus efficace, le plus lisible et le plus soutenable possible. Alors Georges-Louis, avant de passer à vos questions, la question du nucléaire qui va peut-être soulever le débat. C'est vrai qu'on connaît le passif, on connaît l'histoire récente des 10 dernières années en Belgique avec des positions et surtout une idéologie qui a freiné ce développement. On sait ici que le gouvernement, que dans l'histoire future énergétique de la Belgique, on pense à des nouveaux projets. Finalement, n'est-il pas trop tard? Parce qu'on sait qu'entre la réflexion et la mise en place de ce projet, il y a 30, 40, 50 ans parfois. Comment est-ce qu'on va faire durant cette période pour assurer cette énergie décarbonée, constante, peu chère? Je pense qu'ici, la chose qui fera plus débat par rapport au nucléaire, c'est plutôt la boucle du Hainaut. Ça suscitera plus de réactions que le nucléaire. D'ailleurs, si on avait maintenu le nucléaire, peut-être qu'on n'aurait pas dû construire une nouvelle ligne à haute tension. On aurait certainement dû à la fin. Parce qu'on a besoin, je l'ai dit, de multiplier les sources d'énergie. Donc, en fait, il faut savoir que nous venons d'une situation où nous avions 7 réacteurs nucléaires pour 6 gigawattheures de production. Ça, c'était la situation jusqu'il y a peu. De ça, il y a 2 réacteurs nucléaires qui ont fermé définitivement, soi-disant pour des fissures. Ces réacteurs n'ont jamais été fissurés. Jamais. C'est un mensonge. Et je trouve ça assez extraordinaire, la capacité que la presse a de répéter et de reproduire à l'infini une information complètement fausse. Ce que certains ont appelé des fissures, c'est ce qu'on appelle des microbules d'hydrogène. Alors, vous l'avez peut-être certainement déjà vu dans des verres, par exemple. Vous avez parfois des verres où il y a des petites bulles dedans. Vous avez des vitres où il y a des petites bulles, des trucs comme ça. C'était bien plus petit, mais c'était ça. Et en fait, ces microbules d'hydrogène étaient vraisemblablement présents dans la structure depuis sa création. Mais ce qui se passe, c'est que c'est tellement petit que c'est impossible à voir à l'œil humain. Et c'est parce que nous avons depuis quelques années des technologies qui permettent d'analyser la matière de façon extrêmement approfondie qu'on a vu qu'il y avait effectivement ces microbules d'hydrogène. Et ce que l'autorité de sûreté nucléaire a dit, c'est pas il faut fermer la centrale, ils ont dit il faut surveiller, il faut voir comment elles évoluent, est-ce qu'elles agrandissent ou pas. Donc elles étaient juste sous surveillance. C'est ce qui a permis à Nollet de faire un cirque pas croyable. Bon, manifestement, le destin, le karma s'est chargé de lui régler son compte. Mais malgré tout, ce type a une responsabilité colossale dans la destruction de 2 sites industriels en parfait état. Parce que vous devez savoir que les turbines de ces réacteurs nucléaires sont en parfait état et sont maintenant utilisées en Allemagne. Donc on avait une structure industrielle qui fonctionnait super bien, on l'a découpée et on a été la vendre, alors que ces centrales, des centrales de même technologie, fonctionnent encore au moins pour les 40 à 50 prochaines années aux États-Unis. Juste pour que vous ayez une idée
du gaspillage qui a été fait à cette occasion. Mais ça n'intéressera certainement pas beaucoup les journalistes de demander des comptes en la matière. Moi, je pense que jouer à ce point contre l'intérêt de son pays, c'est grave. Donc il y en a 2 qui ont définitivement fermé. Il y a Doel 1 et Doel 2 qui sont des centrales plus anciennes, qui vont aussi fermer. Notre idée, notre but, c'est qu'à la fin, il reste 3 réacteurs actifs, 3 réacteurs d'1 gigawattheure chacun, c'est-à-dire Tihange 3, Doel 4 et Tihange 1. Tihange 1, c'est toujours en cours de discussion, mais normalement, on devrait y arriver. Le but est de les prolonger. À l'heure actuelle, ils sont prolongés de 10 ans. Le but est de les prolonger de 20 ans de plus, donc 30 ans en tout, pour une durée totale de fonctionnement d'une 60aine d'années, c'est-à-dire ce qui se fait aux États-Unis aujourd'hui. Ça va même plus loin aux États-Unis, ils sont sur des standards de 70 à 80 années de fonctionnement. Alors, comme l'a dit Kassem, le problème, c'est entre-temps. Comment fait-on ? Alors, entre-temps, il y a eu des installations qui ont été faites en matière d'éolien offshore. Alors là aussi, la précédente ministre pensait qu'on pouvait mettre des éoliennes à l'infini. Il faut savoir qu'en offshore, on ne sait plus faire grand-chose. On ne sait plus ajouter des éoliennes en mer du Nord. Pour une raison qui est simple. C'est qu'en fait, pour qu'une éolienne fonctionne, il faut qu'il y ait une prise au vent. Quand vous faites du vélo ou de la course le dimanche et que vous vous mettez derrière un copain, vous sentez beaucoup moins le vent. Ah ben, une éolienne, c'est la même chose. Donc si vous mettez des éoliennes de manière trop proche et s'il y en a trop, ça génère en fait une circulation du vent qui fait que certaines éoliennes ne reçoivent tout simplement plus du vent pour pouvoir tourner ou en tout cas avoir le rendement que l'on attend de la structure. Donc, on est limité dans la capacité que nous avons d'installer des éoliennes en mer du Nord. Mais pour avoir l'énergie de ces éoliennes, il faut installer des lignes à haute tension. C'est là où vient la boucle du Hainaut. Je ne vais pas être trop long sur le sujet parce que je suppose que j'aurai des questions, mais je veux dire, moi je comprends tout le monde, contrairement à ce qu'on essaie de faire passer de moi, mais c'est vrai que j'estime qu'un décideur politique, s'il doit avoir de l'empathie, il doit aussi avoir une capacité de raison et de rationalité. Je ne peux me résigner au fait qu'on ne sache plus construire une ligne à haute tension en 2026. Donc ce qu'on faisait sans problème dans les années 60 et 70, c'est devenu impossible. On ne sait plus construire une ligne à haute tension dans notre pays. On ne sait plus construire une autoroute. On ne sait plus installer d'usines. Tout ça parce qu'on est dans une société où on ne supporte plus la moindre contrainte. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. On peut continuer comme ça. Mais il faut voyager à travers le monde. Hein. Les autres endroits du monde, ils ne se posent pas autant de questions que nous. Nous, vous avez une famille spécifique de grenouilles qui se trouve en plein milieu d'un n'importe quel site. Vous ne construisez pas votre route, vous ne construisez pas votre usine, vous ne construisez pas votre stade, mais il faut préserver la famille de grenouilles Bertrand. Et donc, ben voilà, on est à l'arrêt. Vous savez, vous appelez Bertrand ? Vous connaissez un Bertrand, apparemment. Ça ne veut pas dire que la planète, ça ne compte pas. Et de grâce, il faut épargner les caricatures, il n'y a que l'argent qui compte. Non. Mais il faut être un peu pragmatique et rationnel. Avec la logique que nous appliquons maintenant, de principe de précaution, de préservation de la nature, etc. Imaginez qu'on applique ce principe depuis un siècle. Eh bien, vous seriez encore en train de marcher avec des sabots. C'est ça la réalité. Hein. Alors, soi-disant, on a détruit la planète et la santé des gens, on n'a jamais vécu aussi vieux. Il paraît qu'on vit dans une société de merde, où tout est mauvais. C'est pas que tout est mauvais, c'est que maintenant, on connaît la conséquence de tout. Espérance de vie, 83 ans. Je ne sais pas, je suppose qu'on espère tous être centenaires, moi pas spécialement, mais bon, soit. Mais si on pense qu'on va vivre centenaire en n'ayant plus d'industrie, en n'ayant plus d'énergie, en ne misant pas sur le progrès, ça, on se met le doigt dans l'œil. Hein. Parce que je vous rappelle que nos aïeux, qui ne devaient pas composer avec de l'industrie, avec des produits chimiques, avec des PFAS, etc., mouraient en général 20 à 30 ans plus tôt. Quand on a instauré l'âge de la pension à 65 ans, dans les années 20, c'est en 27 ou en 29 qu'on a mis l'âge de la pension. Vous savez quelle était l'espérance de vie à l'époque ? 62 ans. Le législateur, il était malin à l'époque. Hein. Il avait mis une pension au-delà de votre mort. Donc aujourd'hui, pour faire le même truc, on devrait dire que la pension est à 85 ans, pour être bien sûr de payer aucune pension.
Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Donc, alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire attention. Je dis juste qu'il faut un petit peu prendre de la distance par rapport à cette frénésie qui s'est emparée du débat public, où on a l'impression qu'on va tous mourir demain matin et que la planète va disparaître. Il faut rester pragmatique. Alors, je répondrai aux questions s'il y en a sur le tracé, sur les technologies à utiliser. Tout ça, ce sont des remarques légitimes, mais je voulais quand même faire le point sur la question. Et alors, plus globalement, et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, on a d'autres éléments que l'on peut mettre en œuvre. Alors, il y a des éléments plus positifs. Par exemple, le but, ça serait de faire en sorte que nos zonings industriels et nos zonings commerciaux deviennent de plus en plus autonomes du réseau. Donc ça veut dire développer l'éolien, le photovoltaïque, les faire travailler en circuit fermé. Vous savez, il y a plein de zonings commerciaux, de zonings industriels, où vous arrivez, il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas d'éoliennes. Donc vraiment travailler à essayer d'avoir de plus en plus d'autoconsommation et de gérer son autoconsommation grâce aux batteries. Donc ça va aussi résoudre une partie du problème. Mais je crains, je suis même certain, qu'à court terme, on va devoir construire des nouvelles centrales au gaz. Je vous disais tout à l'heure qu'on aura besoin de gaz et de pétrole. Ça, ce sera le bilan des écolos en fermant les réacteurs nucléaires alors qu'on nous demande de consommer de plus en plus d'électricité. Le bilan, c'est que pour produire cette électricité, on va devoir recréer des centrales qui fonctionnent au gaz. Et donc, on va potentiellement avoir plus d'émissions de CO2 pour la production électrique. Et on va devoir être plus dépendant de l'étranger, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé de gaz dans la région. Donc, quand il y en a qui ont encore la bonne idée de vouloir boycotter le Qatar, par exemple, moi, j'ai pas de problème. Hein. On peut, donc, ok, on parle plus aux Russes, c'est normal. On peut arrêter de parler aux Qataris, pas de bol, c'est la première réserve de gaz liquéfié au monde. Mais on peut aussi arrêter de leur parler, il n'y a pas de souci. Alors, il y en a maintenant, ils ne veulent plus parler aux États-Unis à cause de Trump. Ok, on peut aussi arrêter de parler à Trump, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a un dans la pièce qui pense que la Norvège va alimenter le gaz de l'ensemble de l'Union européenne, ça, on peut faire des cumulés, ça sera plus efficace pour produire de l'énergie qu'avoir ce genre de croyances. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que l'énergie, c'est aussi une question géostratégique et géopolitique. Et je suis toujours un peu sidéré de la manière dont on a des politiques en Europe qui font la leçon à la planète entière, alors qu'on a un niveau de dépendance qui est colossal. On est dépendant sur le plan énergétique, sur le plan industriel, sur le plan militaire, et malgré tout, on se permet d'aller expliquer à tout le monde que ce n'est pas des gens bien. Donc, je crois que malheureusement, on va devoir, et ça revient à ce que je disais au début, sécuriser de l'approvisionnement gazier et pétrolier, et utiliser une partie de ce gaz pour produire de l'électricité, sans quoi les problèmes qu'évoquait Cécile juste avant vont devenir complètement insolubles. Parce que pour le moment, on essaye de gérer la demande, mais à un moment donné, on n'arrivera juste plus. Parce que toutes ces entreprises vont passer progressivement à l'électrique. Donc si on ne produit pas l'électricité, on va faire quoi ? On vous demande à vous de passer à l'électrique. Si vous aviez tous ici une voiture électrique, on serait bien emmerdés. Moi, je suis super content que vous aimiez garder votre diesel. Parce que si demain, vous deviez tous aller charger votre voiture à une borne, on ne sait pas le faire. Si toutes les voitures du parc automobile belge roulaient à l'électrique, on aurait besoin de 2 réacteurs nucléaires en plus. Rien que pour la gestion des voitures. Donc, soyez pas trop pressés de passer à une autre technologie. Quand on habite en plus à Chièvre, on a besoin de faire des kilomètres. Donc, voilà. Le thermique, allez, l'hybride éventuellement. Même si l'hybride, je pourrais vous en parler longtemps. Mais voilà, je crois que vous aurez besoin d'un moteur thermique. Mais très sérieusement, et les problèmes de réseau qu'évoque Cécile, c'est typiquement ça. Quand vous avez des bornes de recharge rapide, par exemple, c'est quelque chose qui est très handicapant pour le réseau. Et donc, si vous avez une demande qui est trop élevée, eh bien, au bout d'un moment, vous devez sacrifier alors des projets économiques, des projets industriels, voire des raccordements d'alimentation à des complexes de logement. Et juste sur la question du logement, vous devez savoir, puisque c'est aussi la matière de Cécile, que ça ne vous a pas échappé que la population augmentait. Je pense que la plupart des gens, quand ils sont nés ici, on vous expliquait à l'école que la Belgique comptait 10 millions d'habitants. Donc maintenant, on est plus d'11 millions. Et donc, ces habitants, en plus, il faut les loger.
Et pour les loger, on doit construire entre 10 et 12 000 logements chaque année en Wallonie. Aujourd'hui, on est à la moitié. Donc, c'est aussi un enjeu qui doit être pris en compte dans le besoin énergétique, puisque chaque individu a une consommation d'énergie qui est incompressible pour la plupart d'entre eux. Alors, le président a beaucoup parlé de la boucle du Hainaut, donc j'espère qu'il y aura au moins une question sur la boucle. Ah oui, là, la perche, elle est tendue. Alors, on va maintenant passer donc à vos questions, vos avis, vos interpellations sur ce qui a été dit ou sur ce qui n'aurait peut-être pas été dit. C'est très simple, si vous souhaitez réagir, vous levez la main et nous faisons passer des micros. Donc, y a-t-il une volonté de parler? Je vois plusieurs mains levées et on va commencer à donner le micro. Je t'en prie, tu peux te lever. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers messieurs, mesdames, je suis vraiment ravie d'être là ce soir, d'avoir ce débat très intéressant. Je suis Florence de Moreau, le château de Louvigny, qui est en effet, comme l'a dit Georges-Louis Boucher, menacé par la boucle du Hainaut. Et donc, ma question était, y aurait-il pas dans l'avenir un point de réflexion sur le renforcement du réseau? On a bien compris que la transition énergétique est très importante. Nous voulons tous de l'électricité pour demain, pour l'industrie. Nous sommes partants, dynamiques, entrepreneurs. Louvigny est un château familial privé, mais qui est un peu le Downton Abbey de la Belgique, avec des collections. Nous l'ouvrons chaque année avec un thème d'exposition différent. Il y a plus de 25 000 visiteurs. Il y a des médiévales, comme vous allez en accueillir une ici à Chièvres. C'est un décor encore entièrement protégé et 5 pylônes vont entourer le parc, laissant mourir la propriété, ne me permettant pas financièrement de redresser son économie, alors qu'il y a vraiment une dynamique intéressante et touristique à développer, de magnifiques chemins, une nature encore très protégée. Et la question est, pourquoi une boucle? On est tous d'accord, on est tous positifs et on veut que notre région s'en sorte, mais nous souhaiterions que ce soit sur le tracé des lignes déjà existantes, un renforcement pour ne pas défigurer ce qui reste de notre magnifique patrimoine. Merci pour cette première question sur la boucle. Il y avait une main levée au fond. Oui. Valérie Gosselin, conseiller provincial. Je ne vais pas embrayer sur la boucle du Hainaut, mais je vais embrayer sur la dernière intervention de notre président sur les voitures hybrides électriques. Je partage son avis que si tout le monde roule en électrique, c'est vrai que ça va poser un vrai problème. Mais le problème, Président, c'est que quand on est indépendant ou à la tête d'une société, nous n'avons plus le choix. Moi, je suis dans la situation la plus favorable. J'ai acheté une hybride en juillet 2023, donc juste avant le moratoire. Je peux encore l'amortir au moment où je vous parle à 50%. L'année prochaine, je ne peux plus l'amortir qu'à 25%. Et ça inclut tous les frais. Je n'ai donc pas le choix. Soit je continue, et je roule à perte d'une certaine manière, et je vais facturer plus cher à mes clients, soit je vais passer à l'électrique. Mais je vais passer à l'électrique avec un problème d'alimentation électrique qui est réel, puisque là où je travaille et là où je vis, je dois ouvrir la route pour être alimenté avec une source suffisante pour installer une borne, qu'elle soit privée ou publique. Je dois payer la borne, et mieux de tout, je dois payer Ores parce que j'installe une borne, même si elle est à ma destination privée. Pour l'alimentation électrique. J'ai une déclaration à faire et je crois que cette déclaration entraîne une taxe. Donc, on nous impose finalement, et je ne dis pas que c'est le gouvernement actuel qui l'a fait, et ça ne sert à rien de me répondre, oui, c'est pas nous, c'est les autres. Moi, ce que je veux maintenant, c'est une solution. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux bien acheter une voiture électrique, je veux bien payer tout ce que je veux, mais est-ce que je suis certain de pouvoir la charger partout où je vais en Wallonie de façon suffisante et régulière à hâte? Il n'y a rien comme borne, quasiment, il n'y a que des bornes privées. Je fais énormément de kilomètres par jour et les autonomies qui sont dans les véhicules ne me permettent pas de réaliser convenablement mon boulot et sans stress. Et donc j'attends ces solutions et j'attends de la part du gouvernement libéral qui promeut effectivement les entreprises,
les travailleurs, parce que ça concerne également ceux qui travaillent dans ma société, j'attends une réponse efficiente à ce niveau-là. Merci. On prend encore des questions. Il y avait une main levée, je pense, non? On va déjà... Oui. Bonjour, Geoffrey Legrand, je suis entrepreneur en construction. Moi, j'avais beaucoup de questions, mais je ne vais pas toutes vous les citer. J'avais une question concernant les aides ciblées aux travailleurs actuellement qui ont été décidées hier. Quelles sont ces mesures? Est-ce que c'est vraiment sur l'augmentation des frais de mobilité, qui donc seront une surcharge en plus pour les entrepreneurs, qui seront répercutés sur les clients, et donc finalement sur tout le monde, comme au final toutes les évolutions, toutes les taxes et les évolutions de salaire sur le personnel. Alors, pour embrayer sur la question de monsieur, justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de, je ne vais pas dire faire un retour en arrière sur les voitures électriques, mais est-ce que fiscalement, on ne pourrait pas trouver une solution pour limiter le développement des voitures électriques en Belgique, parce qu'il y a quand même une grande partie du renouvellement du parc électrique qui est lié aux voitures de société, et donc d'ici, en sachant que ça dure entre 4 et 5 ans une voiture de société du leasing, d'ici, allez, à mon avis, 3 ans, toutes les voitures de société seront en électrique. Et alors, une question qui concerne mon entreprise, mais qui concerne tout le monde, ou presque ici présent, car j'imagine que tout le monde est plus ou moins propriétaire, c'est plutôt pour madame, concernant les primes à la rénovation. Je suis 100% d'accord, alors que j'ai été totalement impacté parce que j'ai 35 ouvriers et la moitié de notre activité, c'est les toitures. Donc on a une chute phénoménale quand vous avez dû prendre faire le choix de supprimer les primes. Je trouve que d'un point de vue stratégique, c'était totalement ce qu'il fallait faire parce que c'est anormal d'avoir des clients sur lesquels je facturais 50 000 € de travaux, rénovation générale de la toiture, leur bien prend de la valeur, ils améliorent leur confort et 40 000 ou 45 000 € est payé par la région. Je ne comprends pas ça. C'est vraiment des chiffres, et c'est les chiffres typiques d'une toiture, quoi, 50 000 €. Voilà, je n'ai jamais compris, ça m'arrangeait parce qu'on avait du boulot, mais sinon, voilà, c'est un peu le même principe que ce qui s'est passé il y a 15-20 ans avec les panneaux solaires, pour lesquels on a voulu développer très vite les panneaux solaires sans se tracasser que demain il fallait payer tout ce qu'on promettait. Et donc, sur ces primes, est-ce qu'on en sait déjà plus sur ce qui va être fait d'ici septembre, parce que dans mon secteur, on entend beaucoup de choses avec l'obligation de passer par un prêt à 0%. Il y a pour l'instant encore peu de choses qui sont officielles, alors que les plannings entrepreneurs sont plus ou moins à 6 mois. Et donc, ce serait pas mal que le secteur de la construction puisse répondre de manière correcte à leurs clients maintenant et pas le 29 ou le 30 septembre. Merci beaucoup pour ces 3 questions. Encore une main levée, je reviendrai dans un second temps. On répondra ensuite à ces questions. Monsieur, on vous écoute. Donc, bonsoir à tous. Donc, Sylvain Bonny, je suis responsable du groupe Révolte, que vous connaissez au sujet de la boucle du Hainaut, ici pour Chièvre. Et donc, moi, j'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit. Donc, il n'est devenu impossible de construire une ligne haute tension comme on le faisait il y a 60 ou 70 ans, car on vit dans une société qui ne supporte plus les contraintes. Je ne suis pas totalement d'accord, bien entendu, avec votre déclaration, mais j'estime aussi qu'on vit dans une société qui a évolué tant sur les technologies et l'innovation, et j'ai du mal à concevoir qu'un gestionnaire de transport tel qu'Elia maintienne l'usage d'une technologie qui, justement, a 60-70 ans, si pas plus, alors qu'il existe aujourd'hui des possibilités techniques qui sont plus innovantes. Et donc, ma question est, pourquoi est-ce qu'il y a un entêtement de ce niveau-là, tout simplement? Merci beaucoup. Bon, sur toutes ces questions, à la limite, Cécile, peut-être sur l'avant-dernière question, quelle suite donner donc aux primes à la rénovation? C'est quoi le calendrier?
Alors, comme je l'ai dit, le nouveau système va entrer en vigueur, comme vous l'avez compris, au 1er octobre 2026 et on n'attendra pas, rassurez-vous, le 30 septembre. Nous sommes en train de faire les derniers... on calibre les derniers carats du système. Et donc, on va très très prochainement en donner tous les détails. Mais il est une chose certaine, qui a d'ailleurs déjà été annoncée avant la fin de l'année dernière, c'est que dorénavant, on va passer par des Rénopac et des Rénoprêt. Oui, donc prêt à taux zéro, dont seraient déduits les montants de primes en fonction des niveaux de salaire, de la PEB des maisons qu'il faut rénover et de l'objectif à atteindre. Donc il se sera bien sûr catégorisé, mais le principe du prêt à taux zéro ou du prêt à taux réduit est un principe acquis. Il n'y aura plus de primes directes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc avec le système des primes directes, vous devez avancer l'argent. Avec le système du Rénoprêt ou du Rénopac, vous ne devez pas avancer l'argent. On vous avance l'argent. Et vous n'avez plus ces problèmes de remboursement 2 ans après, avec des délais de traitement interminables. Donc ça, c'est un acquis. Petit détail, je n'ai pas supprimé les primes, j'ai diminué les primes. Et nous restons encore dans ce régime avec les primes les plus généreuses du pays. Donc on est plus généreux, même en ayant raboté les primes, on est plus généreux en Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre. La Flandre, qui avait des primes moins importantes que nous, les a rabotées 2 fois de suite. C'est vous dire. Quant à Bruxelles, ça a été le stop complet. Donc là, ça a été le moratoire complet pendant 1 an et demi. Et maintenant, ils pensent aussi à passer à des Rénoprêt ou des Rénopac. Mais donc voilà, pour répondre à votre question, dans les toutes prochaines semaines, tout ça sera calibré vraiment de manière plus précise. Et nous communiquerons bien sûr sur les éléments. Mais soyez assurés que ce sera Rénoprêt, Rénopac, dorénavant. Georges-Louis, plusieurs questions. Donc 2 questions liées à la boucle du Hainaut. Je ne sais pas dans quel ordre est-ce que tu souhaites y répondre. La question du renforcement des lignes existantes. Monsieur qui disait, mais tiens, pourquoi est-ce qu'Elias s'entête à garder des technologies qui ne sont peut-être plus au goût du jour? Voilà pour la boucle. Et puis, je reviendrai sur les autres. Donc sur la phrase qu'on ne supporte plus la moindre contrainte, vous pouvez bien évidemment ne pas être d'accord, mais moi, c'est mon expérience quotidienne, quel que soit le niveau de pouvoir. C'est devenu insupportable. En fait, ça devient ingouvernable parce qu'on ne peut plus... Je viens d'une région où on a un taux d'emploi d'1 personne sur 2. Il y a 1 personne sur 2 en âge de travailler qui travaille, donc 1 qui ne travaille pas. On veut installer une entreprise de transformation de pommes de terre. Ils ne veulent pas parce que ça rejette, machin, ok. Une entreprise de recyclage de batteries, pourtant c'est de l'économie circulaire, de recyclage, ils ne veulent pas. Comet Sambre, c'est la croix et la bannière. On a des normes en matière de rejet qui sont les normes les plus strictes de la planète. Vous savez que l'air qui sort des cheminées de Comet Sambre est plus propre que l'air qui entre. Parce qu'il y a tellement de filtres que l'air est plus propre que l'air ambiant. Et pourtant, régulièrement, on revient dessus. Installer une antenne relais GSM, oh là là, n'essayez pas, hein. Bruxelles a été une des dernières régions en Europe à installer la 5G parce qu'on s'est posé des questions pendant des années sur le caractère sensible des ondes, etc. L'enfer absolu. Donc je pourrais continuer à l'infini. Hein. On veut, parce que vous êtes tous d'accord de construire des nouveaux réacteurs nucléaires. Vous verrez le jour où on va localiser ces réacteurs nucléaires. Ça va être un jour très comique. Ce jour-là, je veux vraiment être là pour le voir. Parce que tout le monde veut du nucléaire, hein, mais dans le jardin du voisin, c'est quand même toujours mieux. Et donc, les éoliennes, parce que le pire, c'est ça. Parce que vous soyez vraiment un mec de droite, un libéral comme moi, quoi. Ouais, oui, c'est des gars, en général, ils ne regardent pas trop. Bon, ok, mais les éoliennes, c'était pour sauver la planète. Maintenant, on a les sauveurs de la planète qui s'opposent aux sauveurs de la planète. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent installer les éoliennes, qui s'opposent à ceux qui veulent défendre les grenouilles. Je rigole même pas. Vous savez que dans la commune de Mathieu Billet, dont il était échevin, eh bien, dans cette commune, il y a eu un projet d'éolienne qui a été annulé parce que le fonctionnaire de la région wallonne a découvert qu'on n'avait pas fait une étude d'incidence sur l'impact sur les batraciens du caractère rotatif des éoliennes. Ce n'est pas une blague. Hein. Ce n'est pas une blague. Hein. Donc le mec a dit « Ah ben non, vous n'avez pas fait l'étude quand même, on ne sait pas comment le batracien va réagir s'il regarde l'éolienne tourner toute la journée. » Des trucs qui tournent toute la journée, il y avait des moulins, hein, ça n'a pas tué les grenouilles. C'est véridique. Hein. Donc oui, objectivement, je trouve que ça devient très compliqué. Ça devient très très compliqué en la matière.
Pour vous répondre très directement sur la boucle du Hainaut. Tout d'abord, puisque vous avez parlé du château, ce dossier a un problème majeur depuis le début, c'est qu'en réalité, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se croient concernées. Pourquoi ? Parce que la législation impose de définir tout un couloir, parce qu'avant le tracé définitif, on fait une étude d'incidence, et dans le cadre de l'étude d'incidence, ils ont défini différents scénarios possibles. La réalité, c'est que le scénario qui est privilégié aujourd'hui va concerner une trentaine de ménages. Une trentaine de ménages seraient concernés. Une trentaine, oui, mais je veux dire, quand on passe au-dessus d'un champ complet où il n'y a personne, non, 30 ménages sur l'ensemble du trajet. Et Elia est au courant de cette situation depuis des mois. Mais dans la présentation de la procédure, vous êtes obligé de présenter un large périmètre, et donc vous avez les 3/4 du Hainaut qui se pensent concernés aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Je ne vous dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est un fait. On a étudié 5 tracés, on ne va pas installer 5 lignes à haute tension, donc si même vous ne me croyez pas sur la procédure, vous pouvez tous admettre quand même que sur 5 tracés, on n'en fera qu'un. Donc il y a au moins toutes les personnes qui sont concernées par les 4 autres qui n'auront aucun impact. Deuxième élément sur la question des technologies, parce que tout a été étudié. On a même fait des études sur des études et d'études pour gagner du temps. La réalité, c'est que le ministre actuel tergiverse sans plus aucune raison. On est passé dans toutes les CCATM. On a fait les études au niveau du gouvernement. Il y a eu les études ELIA. Quand l'étude a été faite au niveau du gouvernement, le ministre Willy Bourciu a redemandé une étude de l'étude pour être sûr qu'on avait bien étudié. Le nombre de gens qui se sont penchés sur ce truc, c'est énorme. En fait, il y a 2 éléments qui circulent dans la population qui sont des fables. La première, c'est le renforcement des lignes existantes. C'est techniquement impossible. Et moi, je ne suis pas ingénieur, donc vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est pour ça que j'ai dit à Révolte à plusieurs reprises, venez au bureau, ça n'a jamais été possible. Pourtant, j'ai essayé à plusieurs occasions de le faire. Moi, ce que je voulais organiser, c'était une réunion où j'avais d'un côté de la table Elia, de l'autre côté de la table Révolte. Et je voulais qu'ils échangent des arguments. Ben, figurez-vous que ça n'a jamais été possible. Parce qu'à chaque fois que je le propose, que je rencontre les gens, on me dit « c'est ça qu'il faut faire », etc. À chaque fois que j'ai essayé de l'organiser, vous savez pourquoi ? À cause des avocats. Parce que les avocats venaient expliquer « si vous avez ce genre de rencontre alors qu'on est en cours de procédure, ça peut à un moment donné porter atteinte ». Je ne vais pas vous raconter des histoires. On a essayé 3 fois de la faire, cette réunion. Au bout de la 3e, j'ai dit « ok, c'est bon, la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas affronter leurs arguments les uns vis-à-vis des autres. » Pour je ne sais quelle raison. Une fois, c'est Elia qui n'est pas d'accord parce qu'ils disent il y a un recours contre nous et donc on ne veut pas être déforcé. Une autre fois, c'est Révolte qui n'est pas d'accord parce qu'ils disent il y a un recours contre Elia et donc on ne veut pas donner le sentiment ou leur donner nos arguments. Je peux vous dire, c'est ce que j'ai vécu, j'ai vraiment essayé. Mais donc, renforcer les lignes, ce n'est pas possible. On a demandé à tous les ingénieurs, bon, on peut aussi considérer que tous les ingénieurs qu'on consulte sont tous des incapables. Moi, je n'ai pas cette prétention-là de croire ça. Le deuxième élément de la technologie, c'est le fait que ça soit enterré ou pas. Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, parce que si vous êtes dans Révolte, vous connaissez très bien la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Le problème, c'est que cette boucle du Hainaut, elle est faite aussi pour garantir notre interconnexion européenne. Donc, si vous l'enterrez, on peut effectivement enterrer des lignes. Ça coûte plus cher, mais à la rigueur, by the way, ça coûte plus cher, vous allez payer plus cher. Hein. Tous les citoyens vont payer plus cher. Mais admettons, on met ça de côté. Le problème de l'enterrer, c'est que c'est du courant continu. Si vous voulez le remettre sur des lignes à haute tension et donc permettre la distribution dans les ménages ou le connecter au reste du réseau, par exemple le réseau français, vous devez passer sur ligne à haute tension, donc en courant alternatif. Pour transformer du courant continu en courant alternatif, vous devez avoir un transformateur qui est quand même grand comme un terrain de football. C'est pas une petite installation. Le problème, c'est que si vous voulez permettre plusieurs connexions à différents endroits sur votre réseau, ben, en réalité, de 1, ça va vous coûter une fortune, de 2, technologiquement, ça va devenir infaisable,
de 3, il y aura un côté un peu absurde d'avoir 2 km et puis boum, on retransforme, puis on refait 5 km, boum, on retransforme. Donc là aussi, technologiquement, ça n'est pas praticable. Et encore une fois, on a fait toutes les études. Et moi, je comprends votre position par rapport à vos maisons, par rapport... Mais le message que je veux faire passer, c'est que dans le tracé qui, vraisemblablement, qui est le tracé privilégié par Elia aujourd'hui, c'est un trajet qui va concerner très peu de gens. Très peu de gens. Et donc, je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir. De toute façon, dans ce pays, on a des milliers de voies de recours. Donc, personne n'a l'illusion que le permis sera délivré et qu'on mettra le premier coup de pelle 30 jours plus tard ou 60 jours plus tard. Personne n'a cette illusion. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun responsable politique, indépendamment du prix. Toutes les études ont été faites en disant le prix, on met ça de côté. On a demandé à des experts canadiens, quand Willy Boursu a demandé de faire un rapport, on a été chercher un Allemand, une Canadienne, pour être sûr qu'il ne soit pas lié au parti politique belge, pour être sûr qu'il ne soit pas lié de trop près à Elia. Alors on a réussi à me trouver qu'il y en a un, je me souviens plus très bien le lien, mais c'était limite l'oncle de la tante de la nièce qui était un jour a eu un contrat avec Elia. Enfin, oui, c'est pas un grand milieu, hein, ce milieu-là. Les lignes à haute tension, on ne construit pas ça comme des boîtes à chaussures. Donc oui, ils doivent, à un moment donné, ils ont peut-être dû avoir un contact un jour ou l'autre. Mais tout ça pour vous dire qu'on a pris toutes les précautions, vraiment toutes les précautions. Et moi, la différence d'autres, c'est que déjà pendant la campagne électorale de 24, j'ai dit à plusieurs reprises, on doit faire la boucle du Hainaut, on doit choisir la meilleure technologie. Aujourd'hui, la seule chose que je veux vous dire pour être tout à fait concret, et pour ne pas fuir mes responsabilités, c'est que nous poussons au maximum pour que la décision soit prise au gouvernement wallon. La meilleure décision, celle qui respecte le plus les citoyens, mais continuer à procrastiner, parce que ce que nous faisons depuis 2 ans, on procrastine parce que le dossier n'a pas changé d'une virgule depuis 2 ans. On a demandé plein d'avis, mais il n'y a rien qui permette de faire changer le dossier. Ça n'est pas responsable pour la Wallonie. Ce n'est pas responsable. Il y a de plus en plus de zones qui sont en manque d'électricité. Le Hainaut a commencé, est en manque d'électricité. On peut contester aussi l'interconnexion européenne. On peut dire, bon, on s'en fout, on n'a pas amené de l'électricité aux Français. Le problème, c'est qu'on utilise de l'électricité qui vient de chez les Français aussi quand on en a besoin. Donc, la solidarité, ça doit aller dans les 2 sens. Donc, vraiment, je suis à ce stade, il n'y a pas de décision prise. S'il y a des dossiers techniques qui peuvent encore être challengés, des choses que nous n'aurions pas vues, et je dois vous avouer que sur les 2 à 3 dernières années, c'est même 3 ans maintenant où je me suis vraiment intéressé au dossier, je me suis dit, ils ont peut-être raison, il y a peut-être une solution. À ce stade, on ne me l'a jamais démontré. Mais je suis encore prêt. Vraiment, je suis prêt parce qu'il n'y a pas de décision prise en gouvernement. Et donc, si vous avez des éléments qui nous permettent de dire, effectivement, il y avait vraiment une autre technologie, on ne l'a pas vu, on n'a pas vu cet avis, ou Elia ne prend pas en compte ceci, cela, vraiment, pas de souci. L'ouverture est là. Mais dans le même temps, je dois vous dire qu'il sera impossible à nos yeux de passer cette année sans prendre une décision de construction de lignes à haute tension qui amènent l'électricité des éoliennes de la mer du Nord. Donc, c'est vraiment le moment maintenant. Moi, je pense même que ça doit être avant le 21 juillet. Moi, le contact que j'ai auprès des engagés, c'est de leur dire avant l'été en politique commence le 21 juillet, puisque c'est la période de vacances juste après. Mais moi, je leur ai dit, on ne va pas aller en vacances sans avoir pris de décision. Alors, pour le ministre actuel, c'est peut-être compliqué, parce qu'il a dit des choses en campagne électorale. Je l'entends, c'est pour ça qu'on a même proposé que ce soit une décision collective du gouvernement, et ne pas laisser le ministre seul. Mais je ne vais pas aller vous dire à vous l'inverse de ce que j'explique à toutes les industries qui sont en attente d'énergie. Ça serait profondément malhonnête. Mais notre préoccupation, c'est de prendre la décision qui impactera le moins de gens, qui n'aura pas d'impact patrimonial aussi. Donc je pense que votre situation est une situation encore différente et qui... Je suis d'accord. Je vais même vous dire mieux que ça. Vous avez tout à fait raison.
Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, j'entends par rapport au château, mais oui, on va essayer au maximum. Certains m'ont même dit qu'il y aurait moyen de faire passer un tracé beaucoup plus proche de Mons et tout ça. Je vous le dis tout de suite, et je suis enregistré. Si ça doit passer par Mons, moi j'ai pas de problème. J'habite en hypercentre, donc vous savez, moi j'ai tout, hein, franchement. J'ai de l'électricité, j'ai le bruit, j'ai tout ce qu'il y a quand on vit en hyper-centre-ville. Mais j'aime bien ça. D'ailleurs, c'est aussi un autre truc quand je vous disais qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des gens, ils viennent vivre en centre-ville, ils se plaignent du bruit. Allez, moi j'habite à 50 mètres de la Grand Place. Franchement, le jour où j'irai me plaindre parce qu'à 2h du matin, j'entends parfois des portières claquer, ben, franchement, c'est que j'ai un problème. Mais dans le même temps, il y a des gens qui vivent à la campagne et qui disent « Ah ben, on n'a pas un bus toutes les 10 minutes. » Ah ben oui, ben ça, fallait le savoir, quoi. À un moment donné, et moi, j'en ai un peu marre des politiques qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, quoi. Vous allez venir à la campagne, vous n'aurez pas de bruit, mais vous aurez un bureau de poste, une banque, des bus toutes les 5 minutes. Ben non, vous ne les aurez pas. Parce que ça coûte un porte-avions, parce que ça n'a aucun sens d'un point de vue environnemental. Mais d'un autre côté, quand j'étais échevin de la ville de Mons, il y a un type, un jour, il est venu me voir, et il me dit, vous savez, donc il habitait dans des appartements, à côté du marché aux herbes, qui est la place où tous les étudiants se réunissent, et au-dessus d'un carrefour. Et le type, il vient me voir un jour et il me dit « Oh, écoutez, c'est infernal chez moi, hein, parce que la nuit, je ne dors pas. Hein. Il y a le bruit du marché aux herbes, c'est terrible. Et le matin, je dois me réveiller tôt parce qu'il y a le camion qui décharge pour le grand magasin. Bon, déjà, il a un sommeil fragile, manifestement. Mais de deux, quand il s'est installé là, le magasin, il était là. La place, elle était là. Il vient demander après aux politiques, quoi, de créer un couvre-feu pour que les jeunes puissent plus s'amuser en centre-ville et empêcher le magasin de fonctionner. C'est pas possible. Et donc, je crois que les politiques doivent être un peu courageux. Il faut être courageux par rapport à ça. Vous avez besoin d'énergie. Ben oui, pour avoir de l'énergie, il y a des lignes à haute tension parfois. Est-ce que c'est... Bon, la question de la beauté, ça, je ne vais pas rentrer dans le débat. La question de la santé, ça, par contre, elle est à prendre au sérieux parce que, contrairement aux ondes GSM, c'est démontré scientifiquement que ces lignes à haute tension ont un impact sur des animaux, par exemple, pour des agriculteurs et sur les individus. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit faire en sorte que ça impacte le moins de familles possible et que les familles qui seraient touchées doivent être accompagnées pour pouvoir ne pas devoir subir les conséquences. Donc on est tout à fait conscient et respectueux de l'humain. Mais, je le répète, par la porte ou par la fenêtre, et quelle que soit la technologie, donc je suis ouvert là-dessus, je ne vais pas arriver en disant c'est ce plan-là et rien d'autre, mais on doit décider pour l'été. Il y a vraiment plus le choix. Le politique se ridiculise. Ou alors, je préfère même que le gouvernement prenne la décision de ne pas le faire, ce qui serait contraire à ce que je pense. Mais maintenir l'épée de Damoclès comme ça, en disant on doit le faire, mais on reporte et on va refaire une étude, et ça vous use, parce que objectivement, la pire des choses, c'est l'incertitude. Et nous sommes ridicules à l'égard des industries, des industriels, et quand on fait des discours sur la transition. Donc on va arrêter d'être ridicule, on va trancher. Si à un moment donné au gouvernement, il y a des ministres qui disent « on ne la fera pas », ok, on assume qu'on ne la fait pas. Mais alors, moi je vais être clair avec vous, hein, j'arrête tout. Parce qu'il faudra arrêter d'aller expliquer qu'il faut réindustrialiser, recréer de l'emploi, faire la transition climatique. À un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Mais encore une fois, moi, je suis un démocrate. Donc s'il y a une majorité qui se dégage pour ne pas la faire, ceux qui décident de ne pas la faire l'assumeront. Mais vous avez compris que ce n'était pas notre position. Et sur le rendez-vous, la fameuse réunion, c'est toujours possible. Hein. Moi, ma porte est toujours ouverte. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos relations avec Elia. Elles ne sont pas toujours harmonieuses, et je peux comprendre. Mais en tous les cas, je suis tout à fait prêt et ouvert à ce qu'il y ait cet échange sur les considérations technologiques. Alors, Cécile, et peut-être aujourd'hui pour terminer sur les aides et peut-être revenir sur les voitures hybrides, monsieur disait, oui, mais tiens, moi, c'est un avantage actuellement, voiture de société, on a... Mais là, tu mets Cécile en difficulté parce que c'est un truc c'est fédéral. Sur le déploiement des bornes. Sur les bornes, oui. Alors, le déploiement des bornes, mais peut-être juste sur la fiscalité, parce que comme ça va, tant que j'ai la parole. Sur la fiscalité, c'est très simple, je vais pouvoir répondre très rapidement. Ce gouvernement avait décidé de remettre les hybrides dans les déductibilités fiscales, donc sur le régime ancien. Il se fait qu'on a fait la proposition à la Commission européenne, mais la Commission européenne nous a dit « Ah, pas de chance pour vous, parce que dans le cadre, écoute bien la tambouille, hein, dans le cadre du plan de relance déposé par Thomas Dermit d'ailleurs, le gouvernement s'était engagé
à ce que l'outil fiscal des voitures de société ne soit utilisé que pour les voitures électriques. Donc si maintenant vous revenez en arrière, eh bien nous sommes en droit de vous réclamer des remboursements par rapport à l'argent que vous avez reçu du plan de relance. C'est ridicule, mais ridicule, parce qu'il n'y avait pas de rapport. En fait, vous savez pourquoi on a mis cette mesure dans le plan de relance? Pour faire un peu de green, parce qu'on avait des verts au gouvernement, voilà. Et donc les mecs, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien d'écologique dans la relance, parce que, oui, bon, enfin, soit, ils n'avaient pas d'idée, en fait. Bon. Et donc, on leur a mis quelques trucs, parce que c'est le principe des gouvernements de coalition, il faut que chacun ait une histoire à raconter. Et donc, on a mis ce système de voitures électriques. Et comme on a mis ça, et que notre plan de relance conditionne les aides que nous avons reçues de l'Union européenne, si maintenant on revient en arrière, ils nous disent bah alors vous devez rembourser une partie. Vu l'état du budget, vous avez compris qu'on n'a pas insisté. Mais j'ai un engagement au niveau du gouvernement. D'ailleurs, j'ai reposé la question quand tu as posé la question pour savoir où on en était. Il y a un engagement de compenser. C'est-à-dire de compenser d'une manière ou d'une autre ceux qui seraient perdants dans cet enjeu des voitures hybrides qui aujourd'hui, bon, à mon sens, d'un point de vue écologique, c'est loin d'être la panacée, parce que quand on passe 80% de son temps avec 300-400 kg de batterie vide, je ne pense pas que c'est terrible sur la consommation d'essence. Moi-même, j'ai une hybride. Hein. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui ont fait l'investissement, je trouve que changer en cours de route, c'est quelque chose d'assez déloyal. Et sur les bornes, je laisse la ministre compétente répondre. Voilà, sur les bornes, Cécile. Oui, alors sur les bornes, la répartition des compétences est bien faite, vous allez rire, mais les bornes, le déploiement des bornes, c'est une politique de mobilité. Donc c'est donc une compétence de mon collègue François Decken. Par contre, moi, mon job, je ne sais plus qui, c'est vous qui avez posé la question. Hein, voilà. Mon job, c'est de faire en sorte que le réseau soit capable d'accueillir ça et de gérer ça. Et on parlait justement du réseau avant. En effet, je pense que tant les GRD, puisque les bornes sont connectées sur les GRD, je ne pense pas, en tout cas à ma connaissance, qu'il y ait une taxe sur les bornes. Je crois que vous devez déclarer votre borne, mais je ne pense pas qu'il y ait une redevance ou une quelconque taxe, mais je peux me tromper. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais donc moi, mon job, c'est de faire en sorte que le réseau soit en capacité, pas que pour les bornes d'ailleurs. Voilà. Et la responsabilité du ministre Decken, c'est de s'occuper du déploiement des bornes. Parce que ça, c'est une politique de mobilité et je pense qu'il y travaille. On a d'ailleurs un groupe en commun, puisque vous ne savez pas faire l'un sans l'autre, hein, tout ça est lié. Et je reviens 2 secondes au réseau. Faire en sorte que ce réseau soit en capacité de délivrer ce qu'il doit délivrer, c'est aussi, non seulement les GRD, mais c'est aussi le réseau de transport Elia. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce réseau doit être renforcé et pour lesquelles la boucle du Hainaut est absolument nécessaire. Je vous parlais tout à l'heure de 800 projets en attente. 80% de ces 800 projets sont en difficulté parce que le réseau Elia n'est pas en capacité de déployer ce qu'il doit déployer. Puisqu'en amont du GRD, d'Ores, de votre distributeur, il y a le grand transport, les lignes à haute tension. Et donc, c'est là qu'est le problème, puisque 80% des dossiers en souffrance viennent en fait de là. D'où l'importance d'avoir ce réseau de transport qui est solide et qui est en capacité de délivrer ce qu'il doit délivrer. Et en effet, la boucle du Hainaut, il y a des milliers de tracés qui ont été étudiés. Je pense qu'il n'y en aura qu'un seul. Ce sera certainement le meilleur, l'optimum hein, du point de vue de la santé, de tous les impacts qui sont étudiés d'ailleurs, qu'on peut attendre de ce type de ligne. Mais je pense que c'est absolument indispensable. Et moi, en tout cas, je m'engage à faire en sorte que la mise à niveau des réseaux permette le déploiement des bornes et tout ce qui doit être évidemment électrifié aussi. Georges-Louis, plus de détails peut-être sur les mesures prises hier. Ici, en tout cas, on ne manque pas d'énergie sur les spots. Hein. Donc, quelles mesures dans le détail, ça cible qui, pour combien de temps, et donc peut-être rappeler aussi les montants. Et puis, il y avait aussi une question de monsieur sur, là on parlait tout à l'heure de l'avantage fiscal lié aux voitures hybrides, mais monsieur parlait aussi, tiens, est-ce qu'on peut peut-être envisager fiscalement d'empêcher l'achat, ou en tout cas le volume de voitures électriques dans notre parc automobile? Alors oui, sur les mesures d'hier, vous avez été mal renseigné. Mais bon, c'est pas étonnant. Si je croyais ce qu'il y a dans la presse, je ne voterais même plus pour moi. Mais la réalité, c'est que c'est pas du tout les employeurs qui vont payer. C'est vraiment le gouvernement. C'est pour ça qu'on a débloqué un budget. C'est que ce que les employeurs vont octroyer en indemnité kilométrique complémentaire donne lieu à un crédit d'impôt. Donc les entreprises vont le récupérer. Nous, on plaide pour que les entreprises n'attendent pas 1 an, que ça se fasse via les précomptes. Et donc, vous pouvez récupérer avec effet immédiat. Donc,
Ça, c'est le texte qui va être élaboré chez Yann Yambon. Mais donc l'idée, c'est de travailler sur le précompte. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit pour que vous n'ayez pas le préfinancé, mais dans le pire des cas, même s'il y a préfinancement, il y a récupération fiscale. Donc ça, pas d'inquiétude par rapport à cela. Sur l'idée de décourager à l'achat de voitures électriques, ça, je dois vous avouer que on n'y est pas. Vous avez soulevé un point qui est majeur, qui est le point de la seconde main, je dirais, du véhicule d'occasion. En fait, il n'y a pas de marché. Et donc, le point que vous évoquez est très intéressant parce que ça va vraiment changer nos habitudes de consommation. Mais aujourd'hui, les sociétés de leasing ont un grand problème, c'est qu'elles faisaient une grande partie de leurs bénéfices sur la revente du véhicule à la fin du leasing. Donc, vous aviez le véhicule 4 ans, il y a une vraie concurrence dans le leasing, donc ils essayaient de baisser le prix du loyer au plus bas, mais ils faisaient la valeur en revendant des voitures, parfois même en les revendant à l'étranger. Le problème de la voiture électrique, c'est qu'il n'y a pas de marché d'occasion. Il n'y a pas de marché d'occasion pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, une voiture électrique, elle peut fonctionner éternellement, il suffit de changer les batteries. Donc, il n'y a pas du tout les mêmes calculs d'amortissement du véhicule. Mais si votre carrosserie est entretenue, en fait, la voiture électrique, voilà, vous changez les batteries, on recycle les batteries, vous pouvez garder la même voiture pendant 30 ans, ça pose aucun problème, fondamentalement. C'est pas du tout comme... Alors vous allez me dire, on peut changer le moteur d'une voiture thermique, mais quand vous commencez à changer tout le moteur d'une voiture thermique, en matière de prix, il vaut mieux changer la voiture, si vous avez encore un doute sur le sujet. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a quasi pas de marché à l'étranger. Prenez l'Afrique, par exemple. L'Afrique est un pays, à Bruxelles, à Anvers, il y a plein de spécialistes de revente de voitures vers l'Afrique. Parce qu'une voiture qui a 6-7 ans ici, qui ne rentre pas dans la lèse à Bruxelles, sera une voiture plus propre que des véhicules utilisés dans certaines parties de l'Afrique aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai marché là-bas. Pas avec les voitures électriques, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas pour une raison qui est très simple. C'est qu'il y a aujourd'hui 40% d'Africains qui n'ont pas d'électricité courante à la maison. Alors, le jour où ils auront une borne devant la maison, ça, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Déjà, nous, on ne l'a pas. Non, mais il ne faut pas rire des Africains. Nous, on ne l'a pas. Hein. L'immense majorité des gens n'ont pas de borne. N'ont pas de borne à proximité de chez eux. Or, on a un réseau électrique qui couvre l'ensemble du territoire depuis plusieurs décennies. Donc, des pays qui n'ont toujours pas une couverture électrique sur l'ensemble du territoire, dans chaque ménage, avant qu'ils aient les bornes, il y a quand même du boulot. C'est la raison pour laquelle vous avez des constructeurs chinois, par exemple, qui ont repris la construction de moteurs thermiques. Et moi, ma crainte, c'est que dans quelques années, les constructeurs européens soient obligés d'acheter des moteurs chinois à mettre dans leurs voitures. Parce que vous savez, c'est irréaliste de considérer que la voiture électrique est disponible pour un marché mondial. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous voyez les constructeurs européens qui sont en train de changer de trajectoire. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, les constructeurs européens avaient dit « Ok, on fait le choix full électrique ». Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés en surproduction, c'est-à-dire qu'ils produisaient trop de voitures par rapport à celles qu'ils étaient capables d'écouler. Pourquoi Audi a fermé à Bruxelles? Parce qu'Audi produit trop de voitures électriques par rapport aux ventes qu'ils font. Et donc, à un moment, ils ont arrêté. Et vous avez tous ces constructeurs qui progressivement reviennent au thermique. Le meilleur exemple, c'est le groupe Stellantis. Stellantis qui a enregistré une perte de 7 milliards d'euros l'année passée. C'est la plus grande perte de l'histoire pour une entreprise française. En fait, pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils avaient passé toute leur gamme en électrique et maintenant, ils ont décidé, mais donc c'est des coûts extrêmement importants de relancer des chaînes de montage. Ils ont décidé de rebasculer, pas sur tout thermique, mais sur une partie significative en thermique. Pourquoi? Raison très simple. Une Fiat 500 thermique, ça coûte 15 000 euros. Une Fiat 500 électrique, ça coûte 35 000 euros. Fatalement, ce n'est plus le même client. Hein. Et donc, vous n'arrivez plus à en vendre autant. Hein. Et donc, à un moment donné, vu le coût que ça a généré, et donc le prix de vente, les ventes diminuaient et ils n'arrivaient plus à trouver leur public. Donc, pour vous répondre très clairement, ça ne sert à rien de prendre des règles fiscales parce que le marché, simplement, ne sait pas absorber cette demande. Parce qu'il n'y a pas de borne, parce que ça coûte plus cher. Et donc, effectivement, il n'y a que les voitures de société qui, aujourd'hui, permettent l'électrification du parc électrique. Mais
pour le reste, ça se régule. On ne sera pas à la vitesse souhaitée. Par ailleurs, je vais être clair, pour les raisons que j'ai évoquées au niveau européen, revenir en arrière va être compliqué. Donc, ça serait illusoire que de vous dire ça. Bon, maintenant, je pense que ça serait intéressant à terme que l'on puisse, malgré tout, diminuer l'impact CO2. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à avoir des moteurs électriques, mais je pense que l'erreur fondamentale que les politiques ont fait, c'est qu'ils ont voulu se substituer aux ingénieurs. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà la technologie que les gens doivent avoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Par exemple, moi, je fais énormément d'autoroutes, j'aurais intérêt à avoir un moteur diesel. Parce que ma consommation serait moindre. Je ne roule pas beaucoup en centre-ville. Et avec les filtres à particules, franchement, les moteurs diesel de dernière génération étaient très propres. Aujourd'hui, à cause des réglementations, j'ai été obligé d'acheter une voiture hybride parce qu'en full électrique, vu les kilomètres que je fais, c'est matériellement impossible. Sauf que je roule plus de 80% du temps avec des batteries vides qui pèsent 300 à 400 kilos dans le véhicule, donc que je dois transporter sur un moteur qui est essence, parce qu'on a voulu bannir les diesels. Donc ma consommation passe sur du 10-12 litres au 100, ce qui est complètement absurde, alors que sur un moteur diesel, je pouvais être sur du 6 à 8 litres. Donc j'émettais moins de CO2. Mais aujourd'hui, je reçois une aide fiscale pour polluer plus. C'est fou, hein? Ben ça, c'est quand les politiques essaient de jouer aux ingénieurs. La réalité, c'est que moi, j'aurais intérêt à avoir un moteur diesel. Il y a pas mal de gens qui auraient intérêt à du full électrique parce qu'ils ne font que des petits déplacements en ville. Si vous habitez Bruxelles et que vous passez de Uccle à Woluwe, à Molenbeek, à Oudergem, bah, très franchement, prenez une voiture électrique, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux avec ce type d'usage. Mais quand vous faites de l'autoroute en permanence, c'est absurde. C'est complètement absurde. Mais bon, ça, c'est la décision qui a été prise. Absurde parce que vous n'avez pas l'autonomie. Hein. Mais qu'on soit bien clair aussi, le rendement d'une voiture électrique est toujours meilleur que le rendement d'une voiture thermique. L'électrique est toujours plus performant en la matière, en termes de rendement. Le problème, c'est sa disponibilité, c'est son autonomie. Et donc, si demain, vous aviez une autonomie qui peut passer à 1000-1200 km, et là-dessus, juste, je pourrais en parler pendant des heures, vous savez que j'aime l'automobile, en faisant ce choix abrupt de dire il faut basculer à l'électrique, la Commission européenne a aussi engendré un autre phénomène. C'est que les constructeurs européens étaient les leaders mondiaux de l'industrie automobile. Aujourd'hui, 70% du marché de la voiture électrique est chinois. Alors, c'est chinois en termes de marque. Et je reviens de Chine, je peux vous dire, quand vous voyez les modèles qui se développent chez eux, on peut vraiment avoir peur de ce qui arrive. Mais au-delà de ça, même les constructeurs européens fonctionnent avec des batteries chinoises. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois ont un quasi-monopole sur les terres rares. Et donc, on dépend complètement de l'industrie chinoise pour nos voitures. Et c'est pour ça que je vous disais, comme les Chinois continuent à construire des nouveaux moteurs thermiques, la double peine serait qu'à la fin, nos constructeurs ne sachent même plus construire des moteurs thermiques et aillent les acheter là-bas. Et ça, c'est le problème quand le politique veut aller plus vite que l'industrie. Plutôt que de fixer des échéances à l'industrie qui étaient tenables pour elle, on a voulu de manière abrupte en disant on va accélérer la transformation. Et en fait, en accélérant la transformation, on a complètement donné les clés du marché à des entreprises chinoises. Juste pour vous donner un chiffre, BYD a exporté 2 millions de véhicules dans son histoire, dont 1 million l'année passée. Donc voilà, ça va aussi vite. C'est essentiellement l'Europe, ça c'est clair. Donc c'est 1 million de véhicules BYD. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous voyez de plus en plus des BYD qui roulent. Ils ont un investissement de 7 milliards d'euros qui est prévu en Hongrie pour créer des chaînes de montage. Mais là, au moins, ils vont les fabriquer en Europe. Mais l'Xenco, c'est la même chose. Et même quand vous croyez acheter européen, vous achetez chinois, puisque Volvo, c'est GD, qui est qui est également un groupe chinois. Donc la dernière usine de montage de véhicules automobiles en Belgique est chinoise, puisqu'il ne reste plus que Volvo à Gand. Et donc, oui, derrière, vous avez une entreprise chinoise. Alors moi, je préfère à la rigueur qu'ils continuent au moins à les construire en Europe,
Parce que le pire, c'est quand ils les construisent là-bas et qu'ils les font venir par bateau. Parce que là, en gain de valeur, c'est zéro. Au moins, quand ils investissent en Europe, ils font travailler des ouvriers européens, des chaînes de montage européennes, des ingénieurs européens. Donc, c'est d'ailleurs le discours que j'ai tenu en Chine. Je préfère, à la rigueur, s'ils veulent nous vendre des produits, qu'ils fabriquent leurs usines ici. Parce qu'au moins, on en retouche quelque chose. Mais là, on risque, vous savez, il y a des marques comme Xiaomi, par exemple, vous ne connaissez peut-être pas. Vous arrivez là-bas, bon, vous voyez que les brevets, ça ne les dérange pas trop, parce que ces voitures, vous avez l'impression d'être au volant d'une Aston Martin, une Alpine. Enfin, les lignes sont incroyables, mais vous avez des voitures full option pour 60 70 000 euros. Enfin, si je vous la mets là, vous allez vouloir l'acheter. J'en ai essayé, c'est assez impressionnant. Mais c'est comme ça qu'on tue notre industrie. Donc si l'Europe est dans de telles difficultés industrielles, ce n'est pas à cause de la Chine, c'est à cause des décisions politiques que nous avons nous-mêmes prises. C'est ça le problème. Il y avait des questions encore, on va encore en prendre quelques-unes. Monsieur, on vous donne un micro, si vous voulez peut-être bien juste lever la main, histoire qu'on vous identifie. Ah non, c'était monsieur ici d'abord, s'il vous plaît. Ici. Ben, on a beaucoup parlé des énergies telles que le gaz, l'électricité et les voitures électriques, mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de se tourner vers l'hydrogène? Je pense que beaucoup de gens y pensent et ça nous rendrait indépendants, je pense. Et nous avons la matière première, l'eau. La question de l'hydrogène, question derrière, j'arrive ici à gauche. Merci. Bonsoir. Je suis désolé de poser une question qui ne concerne pas la boucle. C'est une question qui ne concerne pas la boucle, la fameuse boucle. C'est une question d'ordre général économique, Monsieur le Président. Vous présentez donc tout à l'heure et avec pertinence, vous avancez des solutions avec un mixte. Vous m'entendez bien? Non, très bien. Parce que un mixte avec le durable et le nucléaire, fort bien, c'est très très bien, astucieux, comme font mieux que nous encore, comme disait tout à l'heure ce président, les Chinois. Mais néanmoins, je dis ici, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes entourés, par une crise énergétique majeure et fondamentale, deux, donc on a également, on n'a aucune prise sur le coût d'énergie, Monsieur le Président, aucune prise, d'accord. Donc troisièmement, et c'est pas le moindre, on a une contrainte budgétaire, mais vraiment astronomique, et accentuée par Moody's, qui nous a encore massacrés. Et donc on arrive à votre décision d'effectuer des grands investissements qui sont importants, qu'il faut faire, c'est clair. Mais mon inquiétude, ou tout ma réflexion, c'est de dire, mais comment vous allez arbitrer ces énormes investissements? Donc, vous avez parlé des réacteurs, etc. Donc, nucléaire coûte très cher. Donc, l'autre, le durable aussi. Donc, comment est-ce que vous avez envisagé la mesure de ces impacts-là sur, pardon de le dire, les territoires, mais les batraciens que nous sommes, donc je veux dire les territoires, les entreprises, mais également le citoyen, donc le coût effectif. Est-ce que vous avez prévu l'impact de déduction fiscale ou autre? Je ne sais pas comment vous allez financer ça, parce que vous avez une marge, on a une marge fort étroite. Merci. Pour financer ça. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Kassem a un remplaçant. Oui, là, venez prendre ma place. Les questions sont construites, c'est voilà. Par contre, pour résumer tout ça, j'ai noté quelques mots-clés, on en parlera. Merci beaucoup. Monsieur. Au niveau du nucléaire, est-ce qu'on ne parle pas plutôt de micro-réacteurs? Donc, est-ce que vous savez... il y a des plus petits réacteurs, donc est-ce que ça veut dire qu'il y en aurait plus à disséminer dans le territoire ou pas? Et alors... donc Engie avait prévu de tout fermer, donc on est venu leur demander de réactiver, donc de prolonger les centrales. Est-ce que donc lorsqu'on fait ça, est-ce qu'on ne doit pas faire beaucoup de cadeaux à Engie? Est-ce que ça ne coûte pas très cher aussi à la Belgique? Parce qu'Engie, ils avaient prévu de tout fermer, et donc voilà, on doit leur faire des cadeaux,
notamment pour le prix de démantèlement des centrales. Il me semble que la Belgique doit participer maintenant, alors qu'avant c'était uniquement Engie. Voilà, merci. Merci. Monsieur, oui. Il y a plein de bruits parasites, mais c'est pas grave. Oui, bonjour, c'est pour Monsieur Boucher. Si j'ai bien entendu, vous avez parlé qu'on essayerait de sauver un 3e réacteur. Est-ce que vous êtes au courant que le 4 mai, on va couper les doigts de gants à Tihange 1 ? Et qu'est-ce que le gouvernement a fait pour essayer d'empêcher ça ? Sans ça, on ne saura pas relancer Tihange 1. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je ne vois plus de questions. Alors, allons-y sur les différents points. Peut-être sur la question de l'hydrogène. Je ne sais pas si Cécile ou Georges-Louis souhaitent entamer la discussion. Oui, sur la question de l'hydrogène, c'est évidemment un des vecteurs énergétiques qu'on doit étudier, parce que pour précisément en connaître le potentiel, et je vais répondre en lien avec la question du monsieur de vous, je pense, la question qui suivait, sur le mix énergétique. Ouais. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est d'essayer de calibrer le meilleur mix énergétique sur le territoire, qui soit le plus intéressant d'un point de vue sociétal, et au meilleur coût, parce que ce mix énergétique, il est payé par le consommateur, qu'on le veuille ou non. Donc le renouvelable notamment, vous savez qu'on a subsidié le renouvelable à coût de certificat vert qui se retrouve sur la facture, sur votre facture, sur nos factures. Et donc nous devons évidemment éviter les effets d'aubaine. On a déjà eu des effets d'aubaine avec la bulle photovoltaïque il y a quelques années, qu'on a payé pendant 15 ans. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est le meilleur mix énergétique en appréhendant l'ensemble des vecteurs, dont l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un cas un peu particulier, parce que pour produire de l'hydrogène, certes, on a de l'eau, mais il faut de l'énergie. Alors, si vous voulez produire l'hydrogène vert, il faut des quantités d'énergie renouvelable astronomiques. Et on disait tout à l'heure que c'est difficile d'installer quelque chose sur le territoire. La moitié des projets éoliens sont en recours au Conseil d'État, parce que précisément, des riverains ne veulent pas les voir. Donc, ce n'est qu'un exemple. Donc, voilà, ça reste compliqué d'installer quelque chose sur le territoire. Mais donc, ce mix énergétique, on est en train de le calibrer. Toutes les filières, donc photovoltaïque, nucléaire, éolien, hydraulique, hydrogène, on prend toutes les filières et on essaye de calibrer au mieux, tenant compte des caractéristiques de notre territoire et en minimisant le coût. C'est vraiment cet équilibre-là qui est recherché. Alors, bien sûr, on va éviter les effets d'aubaine, on va éviter le surcoût en termes de certificat vert sur votre facture. Voilà, c'est ça qu'on recherche et qu'on va définir dans les semaines qui viennent. Georges-Louis, voilà, encore d'autres points. Donc, effectivement, la question du mix énergétique, l'arbitrage au niveau des investissements. Donc, comme ça, vous savez tous les mots-clés. J'ai mis arbitrage, investissement, coût effectif, impact. Donc, si tu souhaites y amener... Tu as vraiment travaillé en mots-clés. Hein. Oui, en mots-clés, il faut aller à l'essentiel. Question des micro-réacteurs, le rôle d'Engie aussi. Et puis, enfin, qu'a fait le gouvernement pour empêcher... Sur la question de l'investissement, ça va coûter de l'argent. C'est pour ça qu'on est les seuls à dire qu'on doit avoir de l'approvisionnement en pétrole et en gaz bon marché. Parce que si on n'arrive pas à produire avec ça, on ne dégagera pas l'argent pour faire les investissements. Mais la question de l'énergie, c'est quand même un grand mensonge, parce qu'il n'y a aucun politique qui ose l'assumer. Et donc on repousse. Mais tous les investissements arrivent au même moment. Parce que je crois qu'on ne l'a pas assez anticipé et que maintenant on veut aller trop vite. Donc c'est... Vous savez... Les communes ont aussi une responsabilité là-dedans, ça ils ne vont pas aimer, mais Aurès, les communes voulaient aller soutirer le maximum de dividendes. Et donc, si Aurès leur avait dit, il y a 10 ans, pendant 10 ans, vous ne filez plus de dividendes, mais on investit dans le réseau, on n'en serait pas là. Mais personne ne voulait faire ça. Donc chacun était tété à la mamelle de la vache jusqu'au moment où il restait quelque chose, quoi. Et là, quand il n'y a plus rien, que c'est sec, tout le monde est emmerdé. Mais c'est un manque de prévisibilité qui est dramatique. Globalement, on souffre d'un problème d'infrastructure de ce type-là à nombreux échelons. Mais au niveau énergétique, c'est vraiment un problème. Et alors, tous les prestidigitateurs qu'on fait croire pendant 25 ans qu'on pouvait s'en sortir sans le nucléaire, ces gens-là, ça me rend dingue qu'on ne leur demande pas de compte, quoi. Les journalistes, ça passe comme ça. Vous avez encore des écolos qui sont invités sur les plateaux de télé, mais ils n'ont plus qu'un seul droit, celui de se taire. On ne se rend pas compte à quel point ça nous met dans les difficultés. En Allemagne, c'est la même chose. C'est ça parce qu'en Allemagne, il y a eu un tsunami. Alors ils se sont dit, on va arrêter le nucléaire.
Il y avait combien de risques qu'il y ait un tsunami en Bavière? Fondamentalement, c'est complètement ridicule. Mais là aussi, personne ne demande de compte, quoi. On peut raconter ce qu'on veut et ça passe. Je trouve ça sidérant, surtout quand je vois le traitement médiatique auquel nous on a droit. Je ne veux pas me plaindre, hein, mais franchement, quand vous voyez à quel point on nous emmerde, il n'y a pas d'autre mot, sur le moindre détail, et que là, il y a des gars qui, pendant 25 ans, vous expliquent « Vous inquiétez pas, on va s'en sortir sans nucléaire. » Ah oui? Maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'on ne s'en sortait pas. Entre nous, ça concerne aussi Elia. Hein. Elia a été au Parlement dire qu'on pouvait le faire sans le nucléaire. Hein. Donc, vous voyez que je ne suis pas le copain d'Elia. Parce que moi, la première fois qu'Elia est venu me voir après les élections, j'ai dit « Ah, je suis content de vous voir. Vous savez que normalement, dans un pays normal, vous auriez des procédures judiciaires sur le dos ou au minimum une commission d'enquête parlementaire. Parce qu'une entreprise qui signe des communiqués de presse avec une ministre en nous disant « On peut se passer du nucléaire, on a un modèle énergétique, il n'y a pas de souci », et qui ensuite, quand le gouvernement change d'idée, les rapports d'Elia changent aussi vite, il n'y a aucun pays dans le monde où ça passe tranquillement. Hein. Aucun. En Belgique, ça passe. Je leur ai d'ailleurs dit, juste avant les élections, parce qu'ils avaient organisé un débat entre responsables politiques, donc il y avait tout le board d'Elia, je leur ai dit, bon, quand même, je suis quand même fort surpris par vos dossiers, donc ils m'ont dit, il faut vraiment qu'on se voit. Oui, bah, on s'est vu, ils ne m'ont pas convaincu. Hein. Je sais lire, j'ai bien vu la différence dans les rapports. C'est extrêmement grave qu'un pays puisse faire des choix stratégiques aussi importants sur autant d'amateurisme, en fait. C'est autant de légèreté, c'est extrêmement grave. Donc, soyez bien certains qu'on ne prend pas pour argent comptant ce qu'ils nous disent dans les autres dossiers. C'est pour ça aussi qu'on vérifie. Mais on n'est pas leurs avocats, certainement pas. Alors, sur la question des doigts de gants de Tihange, je ne peux pas vous rentrer dans les détails avec vous parce qu'il se fait que dans le cadre du deal Phoenix, donc le deal précédent de prolongation, on a des obligations de discrétion dans la communication parce que Engie prétexte systématiquement que c'est une société cotée et que donc on ne peut pas communiquer n'importe comment. Sauf que eux, ça ne les dérange pas, leur CEO, de raconter des trucs qui ne sont pas d'ailleurs toujours le reflet de nos négociations, mais bon, c'est comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de négocier beaucoup plus que ce qui se dit dans la presse, parce qu'on ne peut pas en informer les journalistes, et que nous avançons suffisamment rapidement pour tenter d'empêcher cette étape du 4 mai. Voilà. Mais j'espère que dans quelques jours, vous verrez dans la presse une information où vous dites « Ah, c'est de ça dont il parlait ». Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des négociations intenses qui sont menées encore ces dernières heures, et il y aura des discussions demain matin au gouvernement sur ce sujet. Mais le ministre Billet a une position assez ingrate parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il fait. Alors comme il ne peut pas dire ce qu'il fait, il y en a qui disent qu'il ne fait rien. Je peux vous dire qu'il travaille intensément avec le Premier ministre, ils travaillent ensemble, il y a eu beaucoup de réunions avec Engie, et on peut espérer qu'on n'est pas loin d'aboutir. Voilà. Mais je vous en ai déjà dit beaucoup. Sur les autres questions qui étaient les SMR, donc les Small Modular Reactors, donc c'est des réacteurs de plus petite taille qui font 300, 400 mégawattheures. Alors, est-ce qu'on aura ça disséminé sur le territoire ou des gros réacteurs? Notre vision, c'est qu'on doit à la fois construire des gros réacteurs pour desservir le réseau et qu'on doit utiliser les SMR, ce qui d'ailleurs amène à devoir faire évoluer la législation, par exemple sur des sites hautement consommateurs d'énergie parce que industriels. Donc, pour être très concret, il serait plutôt souhaitable qu'il y ait un SMR du côté du port d'Anvers pour alimenter l'ensemble du port. Que peut-être à côté de l'un ou l'autre site de pétrochimie, pourquoi pas Feluy, que les habitants de Feluy ne partent pas en courant, je prends en exemple, mais ou à côté de data center, ça peut être en province du Luxembourg, mais que quelques gros consommateurs d'énergie puissent sortir du réseau pour alléger le réseau et qui puissent fonctionner en vase plus clos. Mais BASF, par exemple, est le plus gros consommateur d'énergie aujourd'hui en Belgique, d'électricité. Si BASF est alimenté par un SMR, voilà, tout le monde est content. Et eux, en plus, ça leur garantit une énergie accessible. Ce qui peut d'ailleurs amener des cofinancements par ces entreprises privées qui préfèrent payer pour être sûrs d'avoir un approvisionnement énergétique
que de se maintenir sur le réseau avec une indécision. Mais croire qu'on ne fera plus des gros réacteurs, des réacteurs à 2 gigas désormais, 2 gigawattheures, ça c'est illusoire aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des entreprises, par exemple Westinghouse, qui est une entreprise américaine, qui maîtrise la technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu quelques mauvaises expériences. EDF, d'ailleurs, a essuyé ces mauvaises expériences, pas uniquement. Mauvaise expérience en Angleterre aussi, où ils avaient d'abord commencé avec des opérateurs chinois. Donc, il y a eu des mauvaises expériences, mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies donnent lieu à des travaux fortement, avec maintenant des réacteurs opérationnels. Donc, il y a un recul sur la technologie, ce qui permet de baisser le coût et d'en maîtriser le risque. Mais ça sera véritablement un mix des deux. Vous ne pouvez pas considérer que les SMR vont tout résoudre. Avec un autre enjeu, c'est le fait, puisqu'on parlait du grand gain pour Engie, c'est le fait de changer potentiellement un jour d'opérateur. Pourquoi ? Aujourd'hui, Engie, dans sa stratégie, ne veut plus faire de nucléaire. Premier problème. Néanmoins, Engie reste responsable des réacteurs existants, mais Engie fixe une règle en matière de sécurité qui est assez compréhensible, c'est qu'ils disent, sur nos sites, il n'y a que des travailleurs Engie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, du côté de Tihange, on pourrait peut-être construire un Tihange 4. Ça avait été envisagé. Du côté de Doel, c'est encore plus sûr, il y aurait vraisemblablement la place pour un Doel 5. Le problème, c'est que si vous voulez construire des nouveaux réacteurs nucléaires, vous ne le ferez pas avec Engie. Engie nous a clairement dit, nous, on ne va pas construire des nouveaux. On veut bien continuer le patrimoine, autant de temps que vous voulez, bon non, moyennant argent. Ils sont surtout tenus par la provision nucléaire, donc de gestion des déchets. Et donc c'est un élément de levier fort pour le gouvernement. Mais construire des nouveaux réacteurs, ils disent, nous c'est terminé. Tractebel est une des sociétés du groupe Engie qui vient d'Electrabel, travaille en ingénierie pour des réacteurs nucléaires. Donc Tractebel continue la construction de nucléaire, par exemple au Canada. Mais Engie dit, nous, on ne va pas faire tout le projet et on ne sera certainement pas opérateur. Constructeur ou designer via Tractebel, pourquoi pas, mais opérateur, exploitant, ça, on ne le fait plus. Engie se spécialisant dans le gaz uniquement. Et d'ailleurs, en France, c'est plutôt bien foutu. Vous avez EDF qui s'occupe du nucléaire, Engie qui s'occupe du gaz, Total Energy qui s'occupe du pétrole. Et chacun d'eux fait un peu de renouvelable. Tout le monde fait un peu de renouvelable dans des proportions différentes. Et donc, pour être clair avec vous, il va falloir trouver un autre opérateur qui devrait, pour bien faire, reprendre l'exploitation des réacteurs existants et construire des nouveaux. Alors, est-ce que Engie va être le grand vainqueur ? Il y a la question de la provision nucléaire. Il est évident que, et ça va être obligatoire, qu'à un moment, on va devoir arrêter le montant de la provision nucléaire. Il y a une part de risque. Il y a une part de risque parce que personne n'a de recul aujourd'hui sur du traitement de déchets nucléaires avec 50, 60, 70 ans de recul. Personne n'a ça à ce stade. Donc, il y a potentiellement un risque qu'à un moment, il y ait un surcoût. À ce stade, ça a été évalué, réévalué à l'infini. Le gouvernement a pris des marges de sécurité importantes. Donc, très franchement, dire qu'ils vont bien s'en sortir, allez, je pense qu'on est sur quelque chose qui est relativement juste à ce stade. L'erreur que nous avons faite, elle n'est pas là. L'erreur que la Belgique a faite, c'est de vendre Electrabel. Et surtout Tractebel, parce qu'on pouvait vendre Electrabel sans vendre Tractebel. Ça, c'est l'erreur. Mais bon, c'est un grand problème de la Belgique, c'est qu'on n'a pas de patriotisme économique. Et donc, on pense que les autres vont s'occuper de nous comme si c'était nous-mêmes. Et je suis un libéral, donc moi je suis pour l'économie de marché mondialisée. L'économie de marché mondialisée, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la planète. On n'a jamais eu des niveaux de vie aussi élevés qu'aujourd'hui. Mais dans l'économie mondialisée, vous devez penser aussi à vos intérêts et venir à la table avec des actifs, avec des intérêts stratégiques. Et donc, Electrabel, c'était une erreur. Quand vous vendez votre compagnie aérienne, on ne développe plus votre aéroport. Aujourd'hui, le but de la Lufthansa, c'est de vous envoyer d'abord à Munich, et de Munich, vous pouvez aller à l'autre bout du monde, mais c'est très compliqué via un avion Brussels Airlines de partir de Bruxelles pour aller à l'autre bout du monde.
Si vous allez en Chine, prenez une compagnie chinoise. Si vous allez au Qatar, prenez une compagnie qatari, parce que tout ça va être très compliqué via des compagnies belges, via une compagnie belge. Les banques, le secteur de la grande distribution. Il faut bien se rendre compte que la Belgique, jusqu'au début des années 2000, était un leader mondial, en tout cas en termes d'innovation, dans plein de secteurs. Et progressivement, on a vendu ces actifs-là. Mais en gros, objectivement, je n'ai pas une grande crainte que Engie fasse une affaire en or sur nos réacteurs nucléaires. Il faut savoir que les réacteurs nucléaires, ce n'est pas si rentable qu'on le pense. Hein. Entre 2012 et 2022, les réacteurs nucléaires ont offert une rentabilité 3 ans sur les 10 années. Hein. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur. Même si maintenant, ils sont clairement amortis. Mais ça demande tellement d'entretien que fondamentalement, ce n'est pas là-dessus que vous gagnez. Mais donc, pour vous répondre très clairement, c'est plutôt la vente à l'époque qui a été quelque chose de mal dimensionné. Mais sur les réacteurs, les choses sont quand même plutôt cadenassées à ce stade, sans compter que Engie a une vraie envie de sortir du nucléaire, parce que ce n'est plus leur core business. Donc, on a des éléments de négociation qui nous mettent quand même sur un pied d'égalité. Et alors, vous aviez une question sur l'hydrogène. Alors, pourquoi on ne fait pas d'hydrogène? C'est simple. C'est parce qu'il n'y a pas de business model aujourd'hui. Dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a des gens qui le font. Quand ils ne le font pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à faire. Mais croire qu'il y a une super méga idée qui traîne dans un tiroir, qui pourrait rapporter des fortunes et que personne ne fait, ça, non. Aujourd'hui, le problème de l'hydrogène, il est double. C'est que pour produire de l'hydrogène, vous avez besoin de beaucoup d'électricité. Donc si nous, on veut produire de l'hydrogène, on a intérêt à construire beaucoup de réacteurs nucléaires. Pourquoi ? En fait, vous n'êtes jamais posé la question, mais pourquoi les écolos, ils n'aiment pas le nucléaire? Alors, de un, ils n'aiment pas le nucléaire parce qu'ils font une confusion entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Mais il y a un deuxième élément qui fait qu'ils n'aiment pas le nucléaire, c'est qu'en fait, si vous vous équipez suffisamment en nucléaire, vous n'avez plus besoin de renouvelables. Pourquoi? Parce que le nucléaire produit tout le temps. Et donc, si vous avez suffisamment de réacteurs nucléaires sur un territoire, ben vous n'avez plus jamais besoin de renouvelables, en fait. Parce que leur modèle renouvelable, c'est quoi? C'est on donne priorité aux renouvelables, et quand le renouvelable ne produit plus, alors on doit avoir une béquille. Et cette béquille, c'est le gaz. Pourquoi? Parce qu'une centrale gaz, vous pouvez l'allumer et l'éteindre comme vous voulez. Vous ouvrez la vanne, vous fermez la vanne. Le nucléaire, ça ne marche pas comme ça. Le nucléaire, quand il produit, surtout des nucléaires de plus ancienne génération, il produit en continu. Il produit tout le temps. Et donc, c'est très emmerdant dans un modèle où vous voulez favoriser le renouvelable, parce que comme vous avez un apport d'énergie permanent, ben vous n'avez pas besoin d'éoliennes. Et donc, les écolos ont voulu lutter contre le nucléaire parce que diminuer la part de nucléaire, c'était augmenter la part de renouvelables. Ça, c'était leur théorie. Sauf que dans les faits, ça augmentait surtout la part de gaz. Donc, aujourd'hui, si on s'équipe beaucoup plus en nucléaire, on va avoir des surplus de production. Ces surplus de production pourraient servir à produire de l'hydrogène. Après, il ne serait pas vert, il serait gris. Les Français essaient de le faire passer en rose, parce que les couleurs déterminent si c'est de l'hydrogène propre ou pas, en fait. Et donc, comme l'Europe avait une philosophie très anti-nucléaire, produire de l'hydrogène avec du nucléaire était considéré comme polluant, plutôt polluant. Et donc, les Français essaient de ramener de plus en plus. Un jour, vous verrez, on arrivera à dire que c'est l'hydrogène vert. Si vous voulez produire de l'hydrogène vert, vous devez produire de l'hydrogène avec des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. C'est la raison pour laquelle le Maroc, par exemple, est véritablement un pays en pointe sur la question de l'hydrogène, parce que les capacités d'ensoleillement et de vent qu'ils ont le long des côtes fait qu'ils ont des vraies grandes capacités de production d'hydrogène. Parenthèse, vous avez peut-être vu que je m'étais positionné pour la reconnaissance du Sahara marocain. Il y a plein de gens qui ont certainement dû se demander qu'est-ce que je foutais là. En fait, si on est 2 grammes malins, la question du Sahara est fondamentale pour les Marocains et surtout, c'est une source d'approvisionnement énergétique colossale vu son ensoleillement et le vent. Et donc, si on fait partie des premiers à leur reconnaître ce qu'ils souhaitent depuis des décennies, ce n'est pas totalement idiot d'un point de vue d'approvisionnement énergétique. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour vous dire que l'hydrogène est aujourd'hui, on sait comment le produire.
il n'y a pas de problème, mais on ne sait pas comment l'utiliser. C'est-à-dire qu'en matière économique, on ne sait pas mettre ça à ce stade, mais il y a des recherches dans des avions. Des voitures à hydrogène, c'est pas rentable, parce que ce que ça vous coûte au kilomètre reste bien plus cher que ce que vous coûte de l'essence ou même des batteries au kilomètre. Et donc, on n'a pas encore véritablement de super applicatif. Ce qui d'ailleurs explique la position du groupe John Cockerill. Le groupe John Cockerill a beaucoup investi dans l'hydrogène. Il a vraiment une maîtrise assez forte. Mais pour le moment, ils n'ont pas les débouchés industriels. Donc, ça va payer un jour, je le pense en tous les cas. Mais aujourd'hui, si vous ne voyez pas une multiplication d'hydrogène, c'est simplement qu'on n'a pas le business model. Vous savez, c'est comme les e-carburants. Les e-carburants, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des carburants qui sont faits sur la base... Donc, vous stockez du CO2 et vous fabriquez en laboratoire de l'essence grâce à ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous pouvez avoir des e-carburants à 3-4 euros du litre. Le groupe Volkswagen dit qu'ils seraient capables, en grande échelle, à produire du e-carburant à 2 euros du litre. C'est ce que Porsche indique aujourd'hui dans le groupe. Je pense que le mettre en silencieux serait une bonne idée. Mais donc, si demain on arrive à produire du e-carburant, du e-fuel à 2 euros du litre, voire moins, toutes les voitures vont passer en e-carburant. Ça, c'est clair. Donc, le principe à retenir en termes de choix énergétique, c'est pas du tout ce que les écolos ou certains vous racontent en disant c'est le lobby du pétrole, c'est machin. Non. Les industriels raisonnent simplement en termes de coût. Est-ce que c'est une technologie qui a un coût acceptable ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'hydrogène va servir dans le futur ? Beaucoup le considèrent, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas encore le modèle. Mais à force de chercher, je suis certain que les ingénieurs vont trouver. Je vous dis, pour les carburants, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faut fermer toutes les pompes à essence. Parce qu'on aura un autre type d'essence. Les e-carburants, par exemple, en Formule 1, on roule avec ça. Mais c'est clair que le prix au litre n'est pas un trop grand problème en Formule 1. Mais à force, ils trouveront certainement à comment baisser le prix. Même chose pour tout ce qui est agri-carburant. Donc utiliser des récoltes agricoles pour produire de l'essence. Là aussi, c'est bloqué par les écolos parce qu'ils disent vous allez plutôt produire de l'essence que donner à manger aux gens. Ben non, on peut très bien augmenter les tailles d'exploitation. Il y a des grandes exploitations en Ukraine ou autres pour avoir des exploitations qui font de l'alimentaire et d'autres qui font du carburant. Mais c'est aussi une des voies qui est suivie. D'ailleurs, les réglementations européennes vont imposer, ça fait partie de RED 3 d'ailleurs, les réglementations européennes vont imposer une part d'agri-carburant plus importante dans le pourcentage de ce que vous allez chercher à la pompe à essence. Et c'est une des raisons pour lesquelles le carburant risque d'augmenter. Donc vous voyez, il ne suffit pas de choisir une technologie. Tant que cette technologie est chère, elle ne va pas être prise. Et ici, c'est exactement la même chose. La Commission veut imposer plus d'agri-carburant, mais en imposant l'agri-carburant, il faut augmenter les prix à la pompe. Donc qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire c'est scandaleux, on ne veut pas. Donc la Commission européenne va devoir réduire la part d'agri-carburant tant que ce n'est pas plus rentable que cela. Merci Cécile, merci beaucoup. Georges-Louis, merci aussi pour vos questions. Je rappelle que si des questions persistent, ou même ce soir en rentrant chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse conférence@amer.be. Nous y répondrons. Je pense que le bar est ouvert. Merci à tous. Passez une excellente soirée.